L'histoire commence alors que des hommes d'affaires quelque peu impuissants discutent de l'état de leur entreprise. Ils ont frôlé la faillite à plusieurs reprises, mais leur président a utilisé toutes les astuces possibles pour les remettre sur pied. Les hédonistes gloutons se préparent à se livrer à un peu de vin, mais le testeuse de poison doit d'abord le tester pour détecter un éventuel poison. Il ne détecte pas la moindre trace de poison, alors il dit au président qu'il peut boire sans risque. Tout le monde boit le vin alors que nous voyons notre protagoniste déguisé quitter tranquillement la pièce. Malheureusement pour les hédonistes, le vin était empoisonné, et leur vie s'éteigne rapidement. Le patron traite sa testeuse de poison d'inutile, mais la testeuse n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Dehors, notre protagoniste nommé Géraud quitte les lieux. Il ne peut s'empêcher de remarquer une fille embrassant quelqu'un, et il marche dans un poteau en mousse. À la maison, sa sœur, Akari, se demande comment Géraud a fait passer le poison sans être détecté par la testeuse. Il explique simplement qu'il a rendu la testeuse immunisée contre le poison. Cela semble absurde, alors Akari ne peut que se demander comment il a fait. Géraud prend son travail très au sérieux, alors il se préparait pour ce jour depuis longtemps. Il a passé 3 mois à ajouter de minuscules doses de poison à la nourriture de la testeuse. Il a progressivement augmenté la quantité jusqu'à ce que la testeuse puisse survivre à une dose mortelle. C'était très pénible, mais personne ne s'attendrait à ce que quelqu'un fasse quelque chose d'aussi ridicule. Être aussi astucieux est la seule façon pour lui de rester dans le métier. Akari s'inquiète de la vie personnelle de Géraud, alors elle se demande quand il va se marier. Géraud manque de s'étouffer, et il fait remarquer qu'il ne rencontre aucune femme dans son domaine de travail. Elle dit que c'est important parce que sa grand-mère veut faire de l'un de ses petits-enfants le nouveau chef du clan du poison. Quand Géraud a dit qu'il ne le pouvait pas parce qu'il est célibataire, grand-mère l'a mis en couple avec une parfaite inconnue d'une autre branche de la famille. Elle a insisté et l'a presque forcé à se marier. Géraud ne pense pas du tout au mariage, alors la lignée des maîtres du poison devra s'arrêter avec lui. Juste à ce moment-là, Géraud reçoit un message d'un gars appelé le maître des insectes. Il va le rencontrer, et le maître des insectes doit empêcher ces insectes de sortir de son masque. Géraud a entendu dire que le maître des aiguilles a maintenant 3 enfants, et que ses factures deviennent incontrôlables. Géraud ne veut pas ça pour lui-même, et il prévoit de rester célibataire pour le reste de sa vie. Il est surpris lorsque le maître des insectes révèle qu'il pense à se marier. Il a rencontré une fille gentille et tranquille qu'il accepte comme il est. Géraud est stupéfait car il pensait que le maître des insectes avait encore moins de chance que lui. Le maître des insectes ne veut pas que les choses changent et dit que tous les deux resteront les meilleurs amis du monde. Il se prépare à partir, et il utilise ses insectes pour l'emmener. Avant qu'il ne le fasse, Géraud admet que l'entendre parler de mariage lui a fait penser que ce ne serait peut-être pas si mal. Après cela, Géraud va rencontrer un autre client nommé Ryota, des filles envahissent Géraud, et Ryota explique que ce sont ses assassines secrétaires. Géraud est ici seulement pour faire son travail, et il se heurte à une cloison en verre par balle. Cette cloison retient la dernière ordure humaine avec laquelle Ryota veut que Géraud l'aide. Elle s'appelle Mai, et elle est connue sous le nom d'arnaqueuse au mariage sans cœur. Elle a causé toutes sortes de problèmes sur leur territoire, alors Ryota veut que Géraud s'occupe d'elle. Mai se demande qui il est, mais Géraud est toujours focalisé sur les affaires, et il l'injecte avec du poison. Il explique qu'elle va subir une paralysie nerveuse dans ses extrémités qui progressera vers son cerveau. Elle sera bientôt en agonie comme si on la déchiquetait. Malheureusement pour elle, elle restera pleinement consciente pendant tout le processus. Géraud révèle qu'à la fin de tout cela, il l'achèvera avec le poison mortel qu'il a créé. Mais essaie de se sortir de cette situation par la parole, mais Géraud lui dit simplement de rester silencieuse. Elle dit que Géraud lui rappelle un ancien petit ami, mais il n'y croit pas. Elle est connue comme l'arnaqueuse au mariage, donc cela ne le surprend pas qu'elle essaie de flirter pour s'en sortir. Mais admet qu'elle a escroqué beaucoup de gens, mais elle avait une bonne raison. Elle avait besoin de beaucoup d'argent pour sauver son petit frère, qui est très malade. Elle a contracté des prêts et fait des choses terribles pour de l'argent, mais ce n'était toujours pas suffisant. Le poison commence à faire effet, et Mai dit que les choses qui se terminent ainsi ne sont peut-être pas si mal. Géraud ressemble vraiment à la personne qu'elle aime le plus, et la voir ici pendant ces derniers moments lui apporte un certain apaisement. Elle le supplie de lui dire son nom, alors il cède et se présente. Pendant que Ryota regarde, ses secrétaires se demandent si Géraud était la bonne personne pour ce travail. Ryota les fait taire et explique que Géraud est un maître du poison. La famille Géraud est l'une des plus anciennes dans le métier de l'assassinat. Il a peut-être quelques idées fixes, comme n'éliminer que les ordures humaines, mais Géraud est très demandé. Il est le meilleur dans ce qu'il fait, et c'est quelqu'un de sérieux. Mais appelle Géraud, mais se ravise et dit que ce n'était rien. Géraud commence à transpirer, et il se demande si cette fille a vraiment un faible pour lui. Juste à ce moment-là, Géraud reçoit un appel d'Akari. Elle s'excuse de l'appeler sur sa ligne d'urgence, mais elle devait lui dire quelque chose. Elle retourne vivre à la maison principale, et elle voulait le lui dire avant de partir. Elle déclare qu'elle donnera naissance à un nouveau maître du poison qui sera le véritable héritier de la famille Géraud. Géraud est stupéfait, et il essaie de lui dire qu'elle n'a pas besoin de faire ça.
Akari dit qu'il ne comprend pas parce que leur grand-mère est très sérieuse. Elle a dit à Akari que si Jiro ne perpétue pas la lignée familiale et qu'elle refuse de donner naissance à un enfant, alors ils n'auront qu'un seul choix. Ils enlèveront la liberté d'Akari et la forceront à avoir des bébés. Akari a une petite amie qu'elle aime tendrement, mais maintenant elle n'a d'autre choix que de rompre avec elle. Jiro refuse de laisser Akari gâcher sa vie, alors il prend sa décision. Il dit à Mai que si elle ne veut pas que sa vie se termine, elle doit l'épouser. Il explique qu'il doit se marier pour pouvoir devenir le chef du clan du poison. S'il doit être avec quelqu'un, il veut au moins que ce soit une fille qu'il aime comme Mai le fait. Pour rendre l'accord encore meilleur, Jiro dit qu'il peut aider pour son frère malade. Mai est ravie, et elle se demande s'il est vraiment juste qu'elle ait autant de chance. Tous les deux sourient, et Jiro est content car cela résout tous ses problèmes. Il attend joyeusement que Mai accepte, mais elle change complètement d'attitude. Elle dit qu'il n'y a aucune chance au monde qu'elle l'épouse jamais, et Jiro est complètement choqué. Mai savait que sa vie allait se terminer, alors elle voulait simplement placer une dernière pique avant la fin. Mai explique que les couples sont généralement ensemble parce qu'ils sont bien assortis. Une ordure comme Jiro, qui propose à une cible qu'il peut éliminer à tout moment, n'est bien assortie avec personne. Elle dit que s'il est sérieux à propos de trouver quelqu'un, il doit commencer par révéler ce qu'il ressent vraiment. Elle souligne que c'est beaucoup de travail de trouver la bonne personne et de grandir avec elle. Ils doivent se comprendre en se heurtant et en s'épuisant. Mais se demande alors si Jiro veut vraiment se marier uniquement pour un héritage. Jiro est figé par ses paroles, alors Ryota doit lui rappeler de retourner au travail. Jiro parle enfin, et il dit toute la vérité. Il dit qu'il n'élimine que les ordures humaines qui méritent que leur vie prenne fin. Ce n'est pas vraiment une question de justice. C'est simplement qu'il n'accepte pas de mission qui l'empêcherait de dormir la nuit. Le travail de Jiro le rend très froid, mais parfois il se surprend à vouloir vivre en paix avec quelqu'un qu'il aime. Cette facette de lui-même le rend même malade à l'estomac. La vérité est qu'il veut rencontrer quelqu'un qu'il aime et vivre une vie heureuse et amusante comme tout le monde. Une vie où une fille lui demande comment s'est passée sa journée ou ce qui ne va pas quand il tousse. Malheureusement, Jiro sait qu'il ne rencontrera jamais une fille comme ça. Il n'est jamais allé à l'école, et il n'a même pas été à la crèche. Il a vécu en tant que maître du poison depuis le jour où il a été assez grand pour commencer à former des souvenirs. Dans son monde, montrer sa faiblesse mène à l'échec. Jiro dit qu'il ne pourrait jamais s'ouvrir et livrer son cœur à une inconnue. Étonnamment, Mary est fait remarquer qu'il vient de lui livrer son cœur. Elle convient qu'être assassin est un gros inconvénient, mais cela signifie simplement qu'il doit travailler encore plus dur pour rencontrer de nouvelles personnes. S'il continue à se montrer encore et encore, elle est sûre qu'il finira par rencontrer quelqu'un qui s'intéressera à lui. La vie de Mai touche à sa fin, alors elle dit à Jiro d'en finir. Les factures médicales de son frère ne seront pas payées parce qu'elle a échoué. Elle enlève l'avenir de la personne qu'elle aime le plus, alors elle se considère comme une ordure humaine. Ryota arrive et dit à Jiro de finir le travail. Jiro refuse et dit qu'il a besoin d'elle. Seule une entremetteuse experte a pu marier autant de gens qu'elle, alors il a besoin de son aide. Elle est la seule personne qui pourrait trouver quelqu'un pour lui, alors il veut l'engager. En retour, il fera tout son possible pour garder Mai et son frère en vie. Elle pourra vivre avec son frère, et tout ce qu'elle aura à faire sera de l'aider à se marier. Mais voit la situation maintenant, et son attitude change à nouveau. Elle explique qu'elle a fréquenté plus de personnes qu'elle ne peut en compter, mais elle n'a jamais reçu une demande en mariage comme celle que Jiro a faite. Juste à ce moment-là, Ryota les interrompt car il en a assez attendu. Il est vraiment déçu par Jiro, mais mettre fin à la vie du maître du poison propulsera son entreprise au sommet de l'industrie. Mais est triste que cela se termine ainsi, mais Jiro lui rappelle qu'ils ont un accord. Jiro fait remarquer à Ryota que son entreprise est terrible. Ils acceptent des missions de gens ordinaires à des prix défiant toute concurrence. Ensuite, ils utilisent ce qu'ils apprennent pour faire chanter ces gens pour le reste de leur vie. Ils ont ruiné d'innombrables vies, et ce qu'ils ont fait est impardonnable. Ryota ne comprend pas pourquoi il dit tout cela, alors Jiro explique qu'il voulait juste s'assurer qu'ils remplissent sa condition. Il dit qu'ils sont tous des ordures humaines, et il s'injecte du poison dans son propre corps. Ryota et ses hommes tirent sur Jiro, mais il est trop tard. Le poison a fait effet, et il disparaît dans la nature. Jiro explique qu'ils auront un siège au premier rang pour regarder un maître du poison à l'œuvre. Ryota est alors horrifié lorsqu'il voit que Jiro est apparu au-dessus d'eux. Après que Jiro les a tous éliminés, mais réalise qu'il ne parle pas en l'air. Elle regarde tout le monde éparpillé sur le sol et admet que Jiro est vraiment aussi fort. Jiro dit qu'ils ne sont pas amis, et il n'a utilisé que son poison des 300 tourments. Ils vivront, mais le traumatisme les empêchera de continuer dans le métier. Akari l'appelle à nouveau, et Jiro l'informe qu'elle n'a pas besoin de succéder à leur grand-mère. En sortant Ryota, Jiro explique qu'il vient de réaliser quelque chose. Rencontrer quelqu'un que l'on peut aimer et avec qui construire une vie est à peu près aussi proche d'un miracle qu'une personne puisse espérer. C'est pourquoi il veut qu'Akari vive avec sa petite amie. Ensuite, il veut qu'elle dise à grand-mère qu'il va se marier et diriger le clan du poison. Cependant, la différence maintenant,
c'est qu'il va trouver sa partenaire lui-même. Akari ne peut pas contenir sa joie, et elle promet de dire à grand-mère ce qu'il a dit. Alors qu'ils partent, Mai dit que Géraud devra la porter. Géraud devient très nerveux car il n'a jamais touché une fille sauf pour le travail. Mais lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'en fait, c'est un garçon. Géraud est stupéfait, et Mai révèle qu'il s'est habillé en fille parce que sa dernière cible était un homme. Quand il escroque des femmes, il s'habille en vêtements d'homme. Mai a inscrit Géraud à une soirée de rencontre, alors il doit remplir son profil. Bien sûr, il ne peut pas admettre qu'il est un maître du poison, alors il écrit simplement qu'il est indépendant. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes à la soirée de rencontre, alors Mai élabore un plan. Il va charmer tous les mecs, donc Géraud aura moins de concurrence. Mai a aidé Géraud à se nettoyer complètement, et maintenant il est beaucoup plus présentable. Géraud a fait beaucoup de recherches et a appris que les premières impressions sont tout. Il rencontre la première fille, et il pense à la phrase d'accroche parfaite. Il dit qu'il s'appelle Géraud et qu'il gagne énormément d'argent. Bien sûr, cela ne se passe pas bien, et Mai doit le réprimander. Géraud a complètement échoué, et la fille a reculé d'horreur. Géraud fait remarquer que Mai lui a dit qu'il devait trouver son charme. Il a exactement fait cela et a déterminé que son charme est son revenu. Mais convient que c'est une caractéristique de premier ordre chez un homme, mais le dire tout de suite fait de lui un crétin qui aime se vanter de son argent. Mais lui donne quelques conseils supplémentaires et lui dit au moins de regarder la fille dans les yeux en souriant. Géraud essaie, mais cela ne fait qu'effrayer les filles. Mai a une idée et dit que Géraud devrait essayer une application de rencontre. Cela lui permet d'obtenir un rendez-vous en quelques minutes, alors Mai dit qu'il est temps de trouver son vrai charme. Malheureusement, Géraud est très nerveux, et il tremble violemment. Il déjeune, mais un maître du poison comme lui ne devrait jamais manger quoi que ce soit que quelqu'un d'autre lui sert. Il a développé cet instinct il y a longtemps, mais il doute que quiconque ici en veuille à sa vie. Il se force à manger, mais ça date par avant qu'il ne puisse finir. Ils essaient plusieurs fois, mais cela ne se passe pas bien. Géraud a déjà rencontré 30 femmes, mais il n'a échangé ses coordonnées avec aucune d'elles. Alors que Géraud nettoie nerveusement les toilettes, il se demande s'il n'a tout simplement pas de charme. Mais lui assure qu'il en a un, et il est probablement juste caché. Il pense qu'il l'a peut-être trouvé, et cela a à voir avec la façon dont Géraud aime les kits de bonbons à faire soi-même. Les personnes ayant des passe-temps de niche peuvent passer un bon moment à en discuter. Mais fait remarquer que le nettoyant qu'ils utilisent est très efficace, et Géraud révèle que c'est son propre mélange spécial. Utiliser du poison mortel pour combattre les tâches tenaces est sa façon préférée de déstresser. Après qu'ils se sont séparés pour la nuit, un type fou capture Mai. Géraud le remarque immédiatement, mais il n'est pas assez rapide pour l'arrêter. Ce type est le jeune frère de Ryota, et il est furieux. Ryota avait de grands rêves de prendre le contrôle de l'industrie, mais maintenant il parle de reprendre le service de nettoyage familial. Quelque chose l'a changé, et ce type blâme Mai. Il a des balles en plomb dans la bouche. Et il les utilise en les tirant sur le visage de Mai. Il veut faire payer Mai, et il se prépare à utiliser son attaque la plus brutale. Juste à ce moment-là, son acolyte lui dit que quelqu'un est au milieu de la route. C'est Géraud, et le type dit de juste lui rouler dessus. Géraud ne bronche même pas, et nous voyons qu'il a un type de poison différent. C'est un autre mélange spécial, mais celui-ci est beaucoup plus puissant. Les types essaient de lui rouler dessus, mais Géraud s'élève dans les airs et utilise un poison pour détruire le camion. Leur camion est coupé en deux, et Géraud les poursuit. Géraud est un psychopathe absolu alors qu'il les rattrape et que tout le monde vole du haut du pont. Géraud remercie Mai de l'avoir aidé car il aurait abandonné après le rejet de la première fille s'il avait été seul. Il sait qu'il n'a aucune chance, mais il compte sur Mai pour l'aider. Ils échangent leurs coordonnées, et Géraud doute que sa liste d'amis s'allonge jamais. Juste à ce moment-là, Mai remarque quelque chose et dit qu'il pense savoir quel est le vrai charme de Géraud. Un regard dans le passé montre quand Géraud recevait son enseignement. Son professeur lui a dit que les gens qui perfectionnent sans cesse leurs arts meurtriers sont connus sous le nom de maîtres. Après de nombreuses générations, ils ont acquis des capacités létales appelées lignées sanguines modifiées. De retour au présent, Mai emmène Géraud dans une galerie d'art. Leur objectif est d'apprendre à Géraud comment se comporter. Il pourra peut-être obtenir le numéro d'une fille à l'avenir, il devra donc savoir comment gérer les prochaines étapes. Mai lui donne une série de tests, et Géraud échoue misérablement. Il ne sait jamais quoi dire, et il n'arrête pas de chercher des réponses en ligne au lieu de donner son propre avis. Géraud, cependant, change complètement lorsqu'il trouve un kit de bonbons DI de 40 ans. C'est l'un des premiers jamais fabriqués, et il est évalué à 30 millions de yens. Les kits de bonbons DI sont la passion de Géraud, et il dit qu'il paierait 10 fois ce montant juste pour l'avoir. Mais fait remarquer que ce n'est qu'une tasse et du sucre, alors Géraud doit maintenant la corriger. Il explique que sa valeur ne réside pas dans les matériaux. Juste à ce moment-là, Mai dit à Géraud de regarder un gars qui se comporte étrangement. Sa femme est avec lui, mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'un groupe de filles l'assiège. Mai explique qu'il s'appelle Shiratori, et qu'il est le peintre le plus populaire parmi les jeunes. Il ressemble et agit comme un bizarre, mais ses fans ne l'auraient pas autrement. Les gens peuvent être aimés par beaucoup simplement en ayant un talent.
C'est vrai pour les athlètes qui sont toujours décisifs dans les moments cruciaux ou pour un médecin qui sauve un membre de votre famille. C'est ce qu'est un charme, mais Géraud fait remarquer qu'il n'a pas cela. Mais dit qu'il l'a effectivement et utilise l'exemple le plus récent. Géraud a neutralisé toute une pièce de méchant et a sauvé May tout seul. C'est pourquoi May dit que Géraud devrait oublier les soirées de rencontres et les applications. La façon dont il trouvera vraiment une fille, c'est en les aidant. Mais lui dit qu'il doit sauver des otages et protéger des personnalités importantes. Il fera son travail naturellement, et quelqu'un tombera amoureuse de lui. Géraud fait remarquer qu'il est un maître du poison et que son travail est de mettre fin à la vie des gens. Mais rétorque en disant que personne n'a dit qu'il ne pouvait pas sauver des gens. Juste à ce moment-là, une alarme retentit alors que quelqu'un a volé un tableau de valeur. Les gardes pensent qu'il s'agit d'un voleur notoire dont le nom est Himekawa. Ils la cherchent à bord du navire, mais nous voyons qu'elle s'est déjà échappée sur le dos d'un requin. La fille atteint un endroit sûr, et elle remercie son requin qu'elle appelle Shamsky. Elle peut aller retrouver le reste de son équipe, mais ils sont engloutis par une étrange attaque. Himekawa ne peut pas comprendre ce qui se passe, et l'attaquant se révèle enfin. De retour avec notre héros, mais lui explique le plan. Géraud sauvera des filles quand elles seront en difficulté et les fera tomber amoureuses de lui. Mais est sûr que cela fonctionnera, et il appelle cela l'opération Chevalier Blanc. Géraud se demande où il trouvera ses missions de sauvetage, alors May lui montre un site appelé le Darknav. C'est un site où il peut trouver toutes sortes de missions louches. Trouver des missions de sauvetage et de garde du corps sera un jeu d'enfant sur le Darknav. Mais n'arrive pas à croire qu'il n'en ait jamais entendu parler, alors il explique qu'ils obtiennent toutes leurs missions par l'intermédiaire d'un courtier. Sur le site, Géraud trouve quelque chose d'intéressant. C'est une vidéo du gars qui a pris Himekawa en otage. Son message s'adresse aux personnes qui travaillent avec Himekawa. En échange de son retour sain et sauve, il veut chaque œuvre d'art qu'ils ont volée. Géraud répond à l'appel à l'aide, et il va écouter ce que ses collaborateurs ont à dire. Ils expliquent que le monde criminel connaît Himekawa comme une voleuse notoire. Cependant, la vérité est que des collectionneurs malveillants volent des œuvres d'art aux défavorisés, et elle les rend toutes aux propriétaires d'origine. Il a peut-être confié les œuvres à ces gars-là, alors il refuse de les remettre au type qui les réclame. C'est pourquoi il lance cet appel ouvert pour trouver quelqu'un qui peut aider. Ils veulent que quelqu'un infiltre la cachette de l'ennemi avant l'échange et sauve Himekawa. Ils remarquent que pratiquement personne ne s'est présenté à leur présentation, et il est clair qu'ils n'ont pas offert assez d'argent. Ces gars sont des fans sérieux d'Himekawa, donc l'un d'eux dit même qu'il vendra tous ses organes pour payer quelqu'un pour les aider. Mais pense que c'est l'occasion parfaite pour Géraud d'agir comme un chevalier en armure étincelante, alors il lève la main. Il révèle que Géraud est un maître de la famille Géraud. Géraud dit qu'il est là pour sauver leur patronne, mais les gars sont terrifiés. Ils ont déjà entendu parler de Géraud le maître du poison, et ils se demandent ce qu'il fait ici. Ils savent à quel point il est demandé, alors ils sont sûrs qu'ils devraient vendre leurs organes pour payer les frais du courtier. Les gars célèbrent, cependant, quand ils réalisent qu'ils pourront sauver Himekawa avec le maître de leur côté. Ailleurs, nous voyons que la personne qui a pris Himekawa est en réalité le capitaine du navire. Il dit à Himekawa d'abandonner ses larcins mesquins afin qu'elle puisse faire partie de sa collection. Himekawa est dégoûtée, et elle déclare qu'elle vole pour ce en quoi elle croit. Un regard dans le passé montre quand on lui a parlé d'une certaine œuvre d'art. L'artiste était un maître, et le tableau qu'il a fait de sa fille vaut 2 milliards de yens. Ils sont tous deux décédés, et le tableau a été laissé au mari de la fille. C'est le seul tableau que le mari ait de sa femme, alors il a supplié Himekawa de le lui retrouver. Elle dit au capitaine qu'elle a fait une promesse à une petite fille et à son père de rapporter le tableau. Cela n'irrite que le capitaine, alors il appelle son justicier nommé Ushio. Il dit au justicier de briser l'esprit d'Himekawa pour qu'il la tourmente avec de l'eau. À proximité, nous voyons que les héros recherchent Himekawa. L'assistant d'Himekawa leur a donné un GPS, et il leur montre exactement où elle se trouve. Malheureusement, ils sont découverts par des gardes qui refusent de les laisser passer. Géraud passe immédiatement à l'action et les élimine d'une seule attaque. De retour avec Himekawa, nous voyons qu'Ushio les tremble avec sa capacité à contrôler l'eau. Sa vie est sur le point de s'éteindre, alors le capitaine dit à Ushio de s'arrêter pour l'instant. Des intrus se sont faufilés à bord, et il veut qu'Ushio s'en occupe. Pendant ce temps, Géraud s'entraîne à se présenter. Il avait prévu de dire son nom immédiatement, suivi d'une demande à Himekawa de sortir avec lui dans l'intention de l'épouser. Bien sûr, mais le gronde parce que cela ne ferait que le faire rejeter. Il rencontre d'autres gardes, alors May doit lui expliquer ce qu'il doit dire pendant qu'il se ferait un chemin à travers les gardes. Géraud doit penser aux sentiments de la fille et oublier le mariage pour l'instant. Pour Himekawa, il doit juste être le maître qui est venu la sauver. Elle est piégée maintenant et probablement terrifiée. De retour avec Himekawa, le capitaine dit que ce sera lui qui la tourmentera maintenant. Il sort une arme, mais Himekawa n'est pas impressionné parce qu'il ne ferait que mettre fin à sa vie. Le capitaine révèle que l'arme est en fait destinée à détruire le tableau. Himekawa est horrifiée, alors elle essaie de lui rappeler qu'il est collectionneur. Le tableau vaut beaucoup d'argent, mais sa vraie valeur est encore plus grande que cela.
Le capitaine dit que c'est un petit prix à payer pour ajouter Himekawa à sa collection. Himekawa a promis à cette petite fille qu'elle rapporterait le tableau de sa mère, alors elle accepte de faire tout ce que le capitaine dit. Le capitaine est contre, mais son bras est détruit une seconde plus tard. Il hurle de douleur, et il essaie désespérément de comprendre ce qui vient de se passer. Un étrange pouvoir émerge du tableau, et il consume le capitaine alors qu'il implore la clémence. C'était l'attaque de notre héros, et il se présente enfin à Himekawa. Il explique qu'il est le maître du poison, et il est là pour la sauver. Il déclare qu'elle est en sécurité maintenant, et elle peut être sans voix. La première chose qu'elle dit est que son groupe n'a pas assez d'argent pour payer un maître. Elle ne peut que se demander comment ils ont payé ses services, et Gero commence à paniquer. Il ne sait pas quoi dire, et il regarde vers Mai. Mais réalise qu'il est en difficulté parce qu'ils n'ont planifié que sa présentation. Mais intervient pour aider et commence à détacher Himekawa. Il est juste content qu'il soit arrivé avant que quelque chose de pire ne se produise. Malheureusement, ce n'est pas le cas, car Ushio apparaît pour attraper Himekawa. Le capitaine est toujours vivant, alors il ordonne à Ushio, le maître de l'eau, d'éliminer les rats. Gero ne dit pas un mot, et il s'injecte simplement du poison. Il est un flou absolu lorsqu'il se déplace, mais il est choqué quand Ushio se transforme en eau. Ils sont tous les deux incroyablement rapides, et Gero dit à Mai d'emmener Himekawa en sécurité. Ushio utilise son pouvoir de l'eau pour se donner un bras géant, et son poing fait d'énormes dégâts. Il tombe au rez-de-chaussée, et nous voyons que Gero est en mauvais état. Ushio se précipite, mais elle s'arrête étonnamment sur place et s'excuse de ne pas s'être présentée plus tôt. Ushio s'avère être une fille, et elle donne sa carte de visite à Gero. Elle sait qu'il est le maître du poison, et elle dit qu'elle aimerait régler cette affaire en privé. Un combat entre maîtres entraînera des pertes plus importantes, que les honoraires de Gero couvriront. C'est pourquoi elle a décidé d'offrir à Gero 10 fois ce que son client le paie. Elle fait remarquer que c'est simplement des affaires, donc Gero devrait mettre de côté toute loyauté, compassion et confiance. Ushio se met à divaguer sur les affaires, et Mai remarque qu'il reste encore du poison à Gero. Mai veut le donner à Gero, mais il dit de ne pas y toucher. Cela fait réaliser à Ushio que cela doit être un poison mortel. Ushio fait remarquer que les maîtres transmettent leur lignée sanguine modifiée en même temps que leur vocation. Celle du maître du poison renforce Gero en réponse à des doses létales de poison. Ushio dit que c'est un grand cadeau, mais Gero rejette cette idée. Il explique que c'est en fait une malédiction qui l'oblige à achever ses cibles avant de tomber raide mort. Gero détermine qu'Ushio doit utiliser sa lignée modifiée aussi. Il est clair qu'ils ne parviendront pas à un accord, alors Ushio l'attaque simplement. Il se déplace à nouveau à une vitesse incroyable, et ils esquivent les attaques de l'autre. Ce dernier échange a fait réaliser à Ushio que la lignée sanguine modifiée de Gero le rend plus rapide à mesure qu'il s'approche de la mort. Gero pense à quel point cette dernière attaque était insensée, alors il sait qu'il est mort s'il se fait toucher. Ushio est déçu parce qu'elle ne peut pas comprendre ce qui motive Gero. Elle dit qu'il ne peut pas être du genre à rester assis avec une grande famille en dînant bien. Au lieu de cela, elle détermine qu'il veut beaucoup d'argent. Pendant qu'ils se battent, elle se demande si Himekawa est une cliente lucrative. Ushio dit que si ce n'est pas pour l'argent, alors Gero est peut-être impliqué romantiquement avec Himekawa. Gero lance une attaque, mais Ushio n'est pas impressionné car elle l'a à peine effleuré. C'est beaucoup plus qu'il n'y paraît, cependant, car son bras explose. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui vient de se passer, Gero la martèle dans le sol. Gero déclare alors que lui et Himekawa sont de parfaits inconnus. Il prend Ushio par surprise et atterrit un autre coup de poing. Il dit que lui et Himekawa sont peut-être des étrangers pour l'instant, mais elle pourrait représenter beaucoup pour lui un jour. Ushio est complètement désemparée parce que Gero vient de la frapper 3 fois au même endroit, au millimètre près. Elle ne peut pas comprendre ce qu'il raconte, alors Gero lui simplifie les choses. Plus tôt, elle a rejeté l'idée de savourer un bon repas en grande famille. Gero pense à comment il a grandi tout seul, alors il dit qu'une grande famille est en fait ce qu'il veut. Il fera tout ce qu'il peut pour l'obtenir, même si cela le tue. Un autre regard dans le passé montre une fille réveillée par son réveil. Elle allait être en retard à l'école, alors elle était contrariée contre sa mère de ne pas l'avoir réveillée. Sa mère lui a rappelé qu'elle n'avait pas école aujourd'hui, alors toute la famille a bien ri. Étrangement, ces gens n'étaient pas conscients qu'ils étaient derrière une vitre et qu'ils servaient pour une exposition. Ils étaient utilisés pour montrer à Gero et à ses frères et sœurs ce qu'est le comportement humain. En plus de l'art de mettre fin aux vies, la famille Gero lui a enseigné les vies des personnes qu'il éliminerait. Ces personnes vivaient de l'autre côté de Miroir sans teint, ignorant ce qui se passait. Cet endroit étrange s'appelle le zoo humain. On a dit à Gero que la vie de ces créatures ignorantes était à la merci du destin. En tant qu'héritier du clan du poison, le devoir de Gero est de contrôler leur destin. De retour au présent, Ushio utilise son attaque la plus puissante pour tenter de sauver sa propre vie. C'est l'attaque de lignée modifiée appelée Fouet de l'enfer. Elle projette de l'eau sur notre héros et explique que sa peau simule avec précision le mouvement des fluides. Elle démontre son contrôle incroyable en frappant Mai, et Himekawa se demande pourquoi il l'aide. Mai explique que c'est leur travail, mais, plus important encore,
Himikawa signifie plus que cela pour Gero. Alors que Gero esquive les attaques, Mai dit à Himikawa de s'enfuir. Leur priorité absolue est de la mettre en sécurité, et ce combat pourrait prendre du temps. Himikawa décide de ne pas fuir, et demande plutôt comment elle peut aider. Mai est prise au dépourvu, et Himikawa regarde la seringue de Gero en bas. Gero continue d'esquiver, mais il finit par être touché. Il pense à comment il a perdu ses réserves d'aiguilles et de poison quand il a reçu un coup plus tôt. Il est maintenant vraiment désavantagé, et il n'y a aucun moyen qu'il puisse s'approcher du chiot. Quand Gero était plus jeune, son professeur lui a dit de ne jamais combattre un autre maître pour moins de 5 milliards de yens. Même dans ce cas, il ne devrait accepter que si sa victoire est garantie. C'est parce qu'un maître ne doit pas risquer d'exposer ses arts appelés incréments de lignée modifiée. Si quelqu'un apprend ceux de Gero, il doit l'éliminer immédiatement. Il ne peut pas lui permettre de vivre, et il doit préserver l'héritage du maître poison. Gero déteste ce souvenir, mais il est ramené à la réalité quand Himikawa lui fait un plaquage. Elle voulait lui apporter quelque chose, et elle savait que le maître de l'eau l'aurait fait tomber de l'air si elle avait essayé de le lancer. Gero fait remarquer qu'il est venu la secourir, alors il se demande pourquoi elle ne s'est pas enfuie. Elle révèle qu'elle peut voir qu'il veut être son chevalier en armure étincelante. Malheureusement, se faire secourir comme une petite princesse timide n'est pas vraiment son style. Elle veut plutôt l'aider dans ce combat, alors elle lui montre son poison. Juste à ce moment, Ushio la capture et rit aux éclats. Gero fait de son mieux pour la protéger, mais, finalement, elle vient juste de se faire attraper à nouveau. Ushio se moque maintenant d'Himikawa pour avoir risqué sa vie comme une idiote et pour voir sa vie sur le point de se terminer pour rien. Gero se lève, et il remercie Mai de l'avoir mis en couple avec Himikawa et non avec quelqu'un d'autre. Il révèle qu'il a pris la seringue, et Ushio réalise qu'elle est en danger. Elle dit à Gero de lâcher la seringue, et elle obtient exactement ce qu'elle veut. Cependant, la seringue est vide, car Gero s'est déjà injecté. Il choque Ushio avec sa vitesse incroyable, et il place l'aiguille contre sa gorge. Ses yeux n'ont même pas pu suivre son mouvement, et elle commence à perdre le contrôle de son eau. Son costume ne peut plus la contenir non plus, et elle implose tout simplement. Gero sort sa carte de visite et dit qu'il l'appellera la prochaine fois qu'il aura besoin d'un plombier. Son discours de héros cool s'arrête brusquement alors qu'il réalise que sa main est dans une zone sans contact. Il commence à paniquer, et il demande à Mai ce qu'il devrait faire. Quelques instants plus tard, Ushio se voit consumé par les flammes, mais une main lui est tendue. C'est Gero et il a beaucoup appris sur ses pouvoirs. D'après la marque qu'elle a développée sur sa peau, il a déterminé qu'elle est allergique à l'air pur. Ushio remplit son costume d'eau pour que sa peau n'entre pas en contact direct avec l'air. La raison pour laquelle il en sait tant est qu'il a lu à ce sujet dans la bibliothèque du maître poison. Gero lui a sauvé la vie en mélangeant une crème pour garder sa réaction allergique sous contrôle. Ushio se demande si ce n'est pas juste lui qui la prend en pitié, mais Gero dit que non. Il l'a battu puis guéri, ainsi cela lui apprendra à ne plus jamais s'en prendre à lui. Quant au capitaine, il s'excuse pour ce qu'il a fait et dit qu'il ne le refera plus jamais. Mais lui dit que ses exhibits légaux étaient formidables, alors il doit se concentrer à ne faire que cela. Gero lui fait peur en disant qu'ils le surveilleront. Ushio est furieuse parce que Gero est beaucoup trop gentil. Au lieu de mettre fin à la vie du capitaine, il lui dit juste de réfléchir à ce qu'il a fait. Elle fait remarquer qu'un maître est censé mettre fin à des vies et ne laisser aucune extrémité pendante. Gero lui assure que si le capitaine s'en prend à lui à nouveau, il recevra sa toxine des 1000 tourments. Gero vérifie qu'Himikawa est d'accord avec cela, et elle approuve leur décision. Cela ne posera pas de problème pour elle parce qu'elle ne se fera plus jamais attraper. Elle propose à nos héros de les ramener sur la rive, mais ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Quelques secondes plus tard, nous voyons qu'ils hurlent pour leur vie alors qu'Himikawa leur fait faire un tour sur le dos de son requin. Shamski va à vitesse maximale, et Himikawa rit comme une folle. Plus tard, Himikawa rend le tableau, et la petite fille ne pourrait être plus heureuse. Elle souhaite la bienvenue chez elle à sa mère, et les fans d'Himikawa acclament la scène magnifique. Le mari explique que sa femme a perdu la vie dans un accident de voiture. Ils auraient pu vendre le tableau pour vivre une vie sans souci par la suite, mais ils ont choisi de garder leur famille unie à la place. Juste à ce moment, Gero est choqué quand Himikawa lui dit que la petite fille veut le remercier elle-même. Gero préférerait rester dans son coin sombre, mais Mai l'encourage à accepter les éloges. La petite fille le remercie d'avoir sauvé sa maman, et il ne sait pas quoi dire. Himikawa révèle qu'elle pensait que Gero serait un imbécile après avoir appris qu'il était un maître. Elle a été agréablement surprise, cependant, car il s'est avéré être une exception. Mai est d'accord alors qu'il explique que son frère a eu l'opération que Go a aidé à payer. Il se rétablit maintenant, et il envoie à Mai des photos de comment il va mieux chaque jour. Parce que Gero a mis sa vie en jeu et a combattu cette famille, il a manqué Gang, et le frère de Mai sourit tous maintenant. Ce sont toutes les choses merveilleuses que Gero a faites, mais il ne sait pas comment accepter ce genre d'éloge. Avant qu'il ne parte, les autres disent qu'ils veulent parler de la récompense de Gero. Tous les organes du monde révéleraient ce qu'il a fait pour eux, et ils n'ont pas beaucoup d'argent. Cependant,
Ils sont heureux de lui donner tout ce qu'il pourrait vouloir d'autre, alors il n'a qu'à le nommer. Jiro ne sait pas quoi dire, alors Mei dit que tous les trois devraient aller fêter ça. Quand tout est fini, nous voyons que Jiro et Himikawa attendent maintenant que Mei les rejoigne. Mei envoie un message à Jiro révélant qu'il ne pourra pas se joindre à eux, alors les deux seront seuls. Ils se retrouvent à une fête de requins, et ce n'est pas ce à quoi Jiro s'attendait. Mei est à proximité et annonce le début de la mission date. Grâce à l'opération Chevalier Blanc, Jiro a sauvé Himikawa kidnappé. Maintenant ils sont en rendez-vous, et il est assez évident qu'Himikawa ne pourrait pas être plus intéressé par lui. Tout ce que Jiro a à faire est de lui dire ce qu'il ressent et de conclure l'affaire. Mei est terrifié, cependant, quand il est clair que Jiro sait qu'il est là. Mais réalise que cela aurait dû être prévu car on ne peut pas se cacher d'un maître. Jiro est évidemment nerveux, alors Mei espère juste qu'il se souvient de la règle 1 de la section 3 de l'école du dating de Mei. Elle dit que s'il ne trouve rien d'autre à dire, il devrait complimenter quelque chose que la fille porte. Mais pense à comment Himikawa est couverte de choses qu'il peut complimenter. Elle a un collier, des boucles d'oreilles, une veste élégante, et plusieurs autres choses. Mais ne pourrait pas être plus heureuse quand Jiro mentionne le collier d'Himikawa. Malheureusement, il dit juste qu'il a l'air vieux, et il se demande si c'est un souvenir. Bien sûr, cela ne mène à rien car Himikawa explique que le collier vient juste avec un déshumidificateur qu'elle a trouvé dans un marché aux puces. Mais perd vraiment les pédales parce qu'il devrait être facile d'avoir une suite à ça. Au lieu de cela, Jiro choisit de changer de sujet. Il se demande si Himikawa a coupé sa frange, mais ce n'est pas le cas. Jiro est un vrai désastre, mais, heureusement, Himikawa est vraiment décontracté. Jiro arrive quand même à gâcher les choses, alors Mei décide de l'aider. Mei prend le contrôle d'un écran à proximité et l'utilise pour dire à Jiro quoi dire. Le message dit à Jiro de raconter une histoire de son enfance. Jiro révèle alors à Himikawa qu'il ne peut rien manger de préparé par quelqu'un d'autre. Aussi loin qu'il se souvienne, il n'a fait que s'entraîner en tant que maître poison. Il préparait ses propres repas, et tout ce qui importait était qu'il ne soit pas empoisonné. Il mangeait ensuite seul entre ses entraînements. Himikawa peut comprendre car elle était aussi seule tout le temps quand elle était enfant. Elle n'avait pas de famille pour commencer, et elle n'avait pas d'amis à l'orphelinat. Un jour, un homme riche proche de la fin de sa vie l'a adoptée. Il a réalisé qu'il n'avait laissé aucun héritage à la fin de sa vie, et il a eu peur. Il aurait probablement été content de choisir n'importe qui, et il a choisi Himikawa. Elle a hérité de son nom et d'une énorme fortune. Même enfant, elle a été choquée de trouver qu'il avait une tonne d'œuvres d'art en pleurs enfermées dans une pièce. Après avoir fait quelques recherches, elle a découvert qu'il les avait obtenues illégalement. Elle savait ce que c'était d'être seule, alors elle a renvoyé tous les tableaux chez eux. Ce faisant, elle a dépensé tout son héritage, alors maintenant elle travaille à temps partiel 5 jours par semaine juste pour survivre. Himikawa est gênée par sa propre histoire, mais elle est surprise quand Jiro la voit pour ce qu'elle est. Plutôt pour la première fois, il a pu faire quelque chose pour lequel les gens le remercieraient. Himikawa a fait cela tout ce temps, alors il dit qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi cool qu'elle. Himikawa n'en croit pas ses oreilles, et elle se met même à pleurer. Jiro se demande s'il a dit quelque chose de mal, et Himikawa explique juste que personne ne l'a jamais loué ainsi. Mais envoie un message à Jiro pour qu'il y aille, et la chanson du requin commence à jouer. Jiro enlève son chapeau de requin et révèle qu'il a quelque chose à dire. Himikawa se prépare, mais Jiro lui demande juste si elle veut être son amie. Himikawa semble confuse, et Mei perd les pédales parce que c'était sa grande chance. Himikawa accepte sa demande d'amitié et dit qu'elle pensait qu'il allait lui demander de sortir avec lui. Jiro révèle qu'il le voulait, mais il ne sait rien d'elle. Plus important encore, elle ne sait rien de lui. Il a fait bonne impression plus tôt, mais ce n'est qu'une version embellie de lui-même. Jiro révèle que la vérité est qu'il y a des parties de lui si immondes qu'il ne veut même pas y faire face. Il veut vivre plus de choses avec Himikawa pour qu'elle apprenne à le connaître un peu à la fois. Alors, s'il peut la convaincre de le voir aussi de cette façon, alors il aimerait faire une proposition. Ce serait le premier pas vers le mariage heureux qu'il recherche. Himikawa n'en croit pas son discours, mais elle accepte de commencer comme amie. Cependant, elle explique que voler son cœur ne sera pas si facile. Ensuite, nous voyons que Jiro a maintenant 2 amis sur son téléphone. Avant qu'Himikawa ne parte, elle dit que la fille devrait leur préparer le déjeuner la prochaine fois puisqu'il ne peut pas manger de la nourriture préparée par d'autres. Jiro est d'accord, et ils se séparent. Mais informe alors Jiro qu'il a un travail de garde du corps ensuite. Jiro est choqué parce que ce serait comme tromper Himikawa. Mais fait remarquer qu'il est juste ami avec Himikawa, et qu'il y a des tonnes de filles qu'il peut encore rencontrer. Apprendre à en connaître plus l'aidera à voir clairement leurs bonnes qualités, et il apprendra à les aimer encore plus. Himikawa pourrait vraiment être celle qui lui convient, ou peut-être est-ce quelqu'un qu'il n'a même pas encore rencontré. Un peu plus tard, nous voyons Mei travailler sous couverture lors d'une soirée d'accueil à l'université, servant des boissons aux étudiants. Jiro est assis quelque part, nerveux, et Mei espère qu'il est à la hauteur de la tâche. Jiro est également sous couverture,
et il n'en croit pas ses yeux que son travail l'ait réellement amené à l'une de ces soirées légendaires. On dit aux nouveaux étudiants de se rassembler, et le client de Juro fait partie d'entre eux. Les étudiants plus âgés portent un toast aux nouveaux étudiants, et nous voyons à quel point la jeune fille est timide. Certains des anciens l'approchent et lui demandent si elle s'amuse bien. La jeune fille fond en larmes nerveuses et dit simplement qu'elle s'éclate. Après leur départ, la jeune fille se sent très mal parce que c'était sa chance de parler avec des étudiants plus âgés, et elle l'a gâché. Un retour dans le passé explique comment notre héros a fini ici. Un homme nommé Mitsuhiko a engagé Juro comme garde du corps pour sa nièce, Shiori. Mitsuhiko est un riche excentrique, car il a insisté pour que leur rendez-vous ait lieu sur un ring qu'il portait lui-même. Il a montré la détermination qui lui a valu tout son succès en portant tout le monde tout en expliquant tout. Il a dit que Shiori allait commencer l'université, et qu'en tant qu'oncle, il veut qu'elle soit protégée sans que personne ne le remarque. Le père de Shiori a bâti leur entreprise, Balzac, à partir de zéro en une seule génération, mais la maladie l'a emporté il y a un an. Il a laissé un testament stipulant que Shiori lui succédera en tant que PDG lorsqu'elle sera majeure. Le problème est que la sœur aînée de Mitsuhiko, nommée Fad, estime que l'entreprise lui revient de droit. On ne sait pas ce qu'elle pourrait faire, mais apparemment, elle a engagé quelqu'un avec des techniques étranges qu'aucun expert ordinaire ne pourrait arrêter. Mais a fourni à Juro une fausse carte d'étudiant et une nouvelle identité. À partir de ce moment, il est Dego Oashima, un étudiant en économie de 3e année. C'est alors que Shiori leur a demandé nerveusement si cela lui poserait problème d'assister à une soirée d'accueil arrosée. Juro lui a dit que c'était un risque inutile, mais elle a insisté. Elle lui a fait les yeux doux, alors il a accepté. De retour au présent, les étudiants plus âgés disent qu'il est temps de faire les présentations. Bientôt, c'est au tour de Shiori, alors elle se lève et dit son nom. Elle donne aussi sa filière, mais ensuite son cerveau est complètement submergé. Tout le monde la regarde, et elle commence à paniquer. Des centaines de sujets de conversation potentiels lui traversent l'esprit en même temps, et elle reste là, figée. Elle finit par dire qu'elle est enchantée de rencontrer tout le monde, et elle se rassoit. Juro est l'étudiant suivant appelé, alors il se lève. Un autre retour dans le passé montre Mai se demandant si Juro pourrait vraiment gérer une soirée. Juro a expliqué qu'il était allé boire avec le maître des insectes de nombreuses fois, donc tout irait bien. Mais était toujours inquiète, alors il a décidé de s'infiltrer également. De retour au présent, Juro est impatient de montrer qu'un maître de premier ordre peut aussi être l'âme de la fête. Juro se présente avec confiance en tant que Dego, et dit à tout le monde de regarder alors qu'il descend 8 verres de bière. Mais regarde avec horreur alors que Juro descend chaque verre. Juro finit tout, mais son travail n'est pas terminé. La partie suivante va vraiment impressionner tout le monde, alors il se prépare à émerveiller chaque personne dans la pièce. Son corps tremble de façon incontrôlable, alors Mai se demande s'ils doivent appeler une ambulance. Juro régurgite une version gélatineuse de la bière, et dit que cet exploit incroyable lui vaudra des applaudissements de tout le monde. Il termine sa présentation spectaculaire en disant qu'il est heureux de rencontrer tout le monde, mais ils sont tous horrifiés. Juro essaie d'expliquer que ce n'est que de la bière et un polymère absorbant l'eau, mais cela ne fonctionne pas. Tout le monde passe outre pour voir s'il y a d'autres étudiants qui ne se sont pas encore présentés. Un gars mystérieux met en pause une vidéo sur son téléphone et se lève. Il fait un symbole étrange avec ses mains et se présente sous le nom de Naroku. Les autres se demandent quel est son nom complet et sa filière, mais le gars ne les donne pas. Il dit que ce qui compte vraiment, c'est qu'il a rencontré tout le monde à ce moment précis. Naroku a été ailleurs tout ce temps, alors Juro ne peut que se demander ce qui ne va pas chez lui. Naroku dit qu'il pense aux étoiles chanceuses qui lui ont permis d'être ici, et pour une raison quelconque, il le dit 2 fois. Il n'a presque rien dit du tout, mais pour une raison quelconque, chaque fille à la fête l'assaille immédiatement. Il y a beaucoup de choses que Juro ne comprend pas, et il détermine que les soirées arrosées ont des profondeurs cachées. Plus tard, Juro a quelque chose à dire à Shiori, mais même dire son nom l'effraie. Tout ce qu'il veut savoir, c'est pourquoi elle s'est forcée à venir à la fête. Il sait qu'elle va hériter d'une entreprise, alors il suppose qu'elle est venue pour travailler sur ses problèmes de communication. Shiori révèle qu'il ne s'agit pas seulement de l'entreprise. Elle se met à pleurer en expliquant ce que son père lui a dit avant qu'il ne meure. Dans un flashback, le père de Shiori lui a dit d'essayer l'alcool quand elle aura 20 ans. Il a fait remarquer qu'elle est une fille gentille, mais qu'elle se fait trop de soucis pour ce que les autres pensent. Il voulait qu'elle arrête de trop réfléchir et qu'elle laisse sortir naturellement ce qui tourne dans sa tête. Il a utilisé ces derniers mots pour dire qu'il voulait qu'elle s'amuse avec les gens. Il est décédé immédiatement après, et ces mots sont restés avec elle. De retour au présent, Shiori explique qu'elle n'y arrive jamais parce qu'un flot de mots submerge toujours son cerveau. Elle sait qu'elle a juste besoin de faire le premier pas. Alors tout le monde l'acceptera, mais elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Il y a une chance que les personnes à qui elle parle puissent être agacées ou même en colère. Ce qui lui brise vraiment le cœur, c'est qu'elle n'a même jamais réussi à vraiment parler à son père avant qu'il ne meure. Elle n'a même jamais eu l'occasion de lui demander pourquoi il l'avait nommée sa successeur. Son visage est couvert de larmes, mais elle est très déterminée.
Elle veut s'améliorer et arriver au point où elle peut rire de sa peur. Juro lui rappelle qu'elle est en danger parce que quelqu'un cherche à mettre fin à ses jours. Cependant, s'il y a un endroit où elle veut être, alors il ne l'en empêchera pas. Il déclare que son travail est simplement de la garder en sécurité, et Shiori est choqué par ces mots. À proximité, nous voyons que Naroku n'est pas un étudiant normal. Il dit à son client que le garde du corps de Shiori est vraiment bon. Il agit très naturellement et ne laisse jamais d'ouverture. Naroku fait un rapport à son client sur la situation, mais son téléphone n'a plus de batterie. Plus tard, nous voyons que le client de Naroku s'avère être Fad. Il travaille pour elle, mais pour une raison quelconque, c'est elle qui lui fait un massage. Fad est furieuse parce que Naroku est là-dessus depuis un mois et qu'il n'a fait aucun progrès. Elle lui rappelle l'énorme somme qu'elle lui verse, et elle exige des résultats. De plus, elle ne croit pas qu'une petite fille couvre une marque d'articles de fête avec une capitalisation boursière de 1,5 trillion de yens. Elle exige alors de savoir quand il prévoit de se débarrasser de Shiori. Naroku explique calmement que le moment n'est pas encore venu. Cela ne fait qu'énerver Fad davantage, mais une sorte de pouvoir semble prendre le dessus sur elle. Ses yeux se mettent à briller, et son comportement change complètement. C'est comme si elle était sous le contrôle de Naroku alors qu'elle dit tout ce qu'il veut entendre. Fad reconnaît ce que Naroku a dit sur le nouveau garde du corps de Shiori, il est très bon, mais ce n'est toujours qu'un moins que rien. Il n'y a rien à craindre car il ne tiendrait pas une seconde contre un maître comme Naroku. Elle veut que Naroku obtienne que Shiori refuse le poste de PDG ou la rende incapable de l'occuper. Elle s'en fiche même si cela signifie mettre fin à sa vie. Le lendemain, Juro s'amuse vraiment beaucoup à assister à un cours d'économie. Il est tellement dedans que Mei fait remarquer qu'il a vraiment un passé assez tragique. Lorsque le professeur demande à la classe de nommer un produit qui a révolutionné son industrie, Juro répond sans hésiter. Il choisit une entreprise appelée Mixi Mix Max Mix. Il explique qu'ils ont fabriqué un kit de bonbons DIY en édition limitée légendaire, dont seulement 100 exemplaires ont été fabriqués pour le 30e anniversaire de la marque. Le professeur est époustouflé, et tous deux finissent par discuter longuement de la grandeur de Mixi Mix. Juro est bien trop investi dans ce cours, et Mei n'en croit pas ses yeux. À proximité, Naroku fait une sorte de méditation bizarre, et ses pouvoirs commencent à faire trembler la terre autour de lui. En cours, les deux gars parlent encore de l'entreprise de bonbons, et le professeur dit que des étudiants passionnés comme Juro lui donnent de l'espoir pour l'avenir. Juste à ce moment, Juro est horrifié alors que tout le monde dans la classe est poussé vers le bas par une force étrange. Il détermine que l'attaquant a dû changer son plan. La personne a réalisé qu'elle ne pouvait pas séparer Juro de Shiori, alors elle utilise maintenant la force brute. Personne dans la classe ne semble suspect, alors Juro réalise que l'attaquant doit être à l'extérieur. La pièce commence à s'effondrer, alors Juro s'injecte immédiatement du poison. Le toit s'effondre, alors il se précipite pour protéger Shiori. Naroku regarde de l'extérieur, et il est satisfait de son propre travail. Quant à Juro, il commence immédiatement à analyser la situation. Il exclut une attaque au gaz car la pièce est bien ventilée. Il conclut que quelqu'un a dû transmettre des ondes sonores à distance pour faire trembler la pièce et déséquilibrer tout le monde. En même temps, Naroku analyse Juro. Il est stupéfait car il a brouillé le sens de l'équilibre de tout le monde, mais Juro a pu récupérer immédiatement. Son pouvoir ne permet pas cela, et la récupération de Juro aurait dû être impossible. Juste à ce moment, les deux gars arrivent à la même conclusion en même temps. Juro détermine que seul un maître du son pourrait réaliser une attaque à grande échelle aussi précise, et Naroku détermine que seul un maître du poison pourrait s'en remettre si rapidement. Dans le couloir, Juro explique que tous les tueurs à gages savent que faire passer leurs attaques pour des accidents leur évite des ennuis. Il ne fait aucun doute dans son esprit que l'attaquant essayait de mettre fin à la vie de Shiori. Mais se demande s'il devrait annuler le voyage de camping le lendemain, mais Juro dit que cela dépend de Shiori et de son oncle. Shiori va alors rendre visite à son oncle, qui est en train de faire de la musculation. Mitsuhiko dit à Shiori qu'elle peut absolument y aller. Sa raison est qu'il n'y a pas de substitut aux amis qu'elle se fera à l'école. Il lui dit d'aller sans faire beaucoup, et il l'assure qu'avec ses deux gardes du corps autour d'elle, elle n'a rien à craindre. Le lendemain, Shiori part joyeusement pour le voyage de camping et dit au revoir à son oncle. Malheureusement, après son départ, nous voyons qu'il est sous le contrôle de Naroku. Il a un sourire terrifiant sur le visage, et il espère que Shiori passera un bon moment. En chemin, Juro pense qu'ils ne peuvent pas garantir la sécurité de Shiori même si elle reste à la maison. La seule façon de résoudre ce problème est d'affronter l'ennemi de front. Contrairement à la situation avec M, ils n'ont aucune idée de quand le maître du son frappera. À proximité, un groupe de filles se demande pourquoi le tatouage de Naroku dit 20 jours restants. Nous voyons qu'elles sont toutes sous son contrôle, et il explique que son tatouage représente une promesse. Après être arrivé au camp, Juro montre ses incroyables compétences au grill. Il s'avère que Mei lui a dit qu'un homme qui sait cuisiner attire 3 fois plus de femmes. Juro a pris ces mots très au sérieux, et il déclare qu'il montrera à tout le monde qu'il peut cuisiner aussi bien que les meilleurs. À proximité, Shiori essaie d'offrir un plat à certains étudiants, mais elle parle beaucoup trop doucement.
mais rappelle à Juro qu'elle lui a déjà dit de ne pas s'inquiéter pour elle. Elle ne veut pas qu'il l'aide parce qu'elle veut comprendre les choses par elle-même. Le cerveau de Shiori est à nouveau submergé alors qu'elle essaie désespérément de trouver comment faire partie du groupe. Juste à ce moment, elle trouve un plan et commence à fouiller dans son sac. Elle se change en costume de fille magique, et tout le monde se demande ce qu'elle fabrique. Elle a décidé que ses mots lui faisaient défaut, alors il est temps d'essayer autre chose. Elle met de la musique et s'approche d'une table. Elle annonce qu'elle n'a rien dans les manches et réalise ensuite une série de tours de magie impressionnants. Elle soulève un couvercle pour révéler qu'une assiette qui était vide est maintenant remplie de nourriture. C'est un succès complet, et elle divertit toute la foule. Ensuite, Mai la complimente pour les tours, et Shiori explique joyeusement qu'elle les a obtenus grâce à l'entreprise familiale. Elle admet qu'elle n'a jamais joué devant des gens auparavant et qu'elle a raté le final. Elle est tout de même heureuse et remercie Juro. Elle s'est souvenue de la performance qu'il a faite à la soirée d'accueil, et elle a pensé qu'elle pourrait faire quelque chose de similaire. Juro est complètement décontenancé, il ne sait pas quoi dire, mais il parvient à sortir un simple « je vous en prie ». Juste à ce moment, un gars nommé Taki demande si les autres ont entendu parler de la malédiction de leur cladnet. Il explique que cette région était autrefois un petit village. Les habitants faisaient des offrandes à une divinité locale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Une fois tous les 2 ans, lorsque les récoltes échouaient, ils choisissaient le plus jeune enfant du village et l'enfermaient dans un sanctuaire voisin. L'enfant était sans défense et la divinité le consommait. Heureusement, les villageois ont abandonné cette coutume après la guerre. Cependant, des catastrophes comme des glissements de terrain et des incendies ont suivi jusqu'à ce que tout le village soit anéanti. Même maintenant, leur cladnet attend sa prochaine offrande. Taki dit que la prochaine offrande est la personne assise à côté de vous, et il fait peur à tout le monde. Il s'avère que toute cette légende n'était qu'un prélude à un test de courage que Taki avait planifié depuis le début. Les étudiants sont excités, et certaines filles cherchent Naroku pour pouvoir faire équipe avec lui. Dans la forêt, nous voyons que Naroku prépare de mauvais coups. Il y a des fils partout, et il se ferait un chemin à travers eux. Il écoute les bruits de la forêt et dit que la mélodie est super parfaite. Naroku appelle le nom de Shiori et déclare que sa session avec ses cris commence maintenant. Taki annonce ensuite que le test de courage commence officiellement. La destination est un sanctuaire, mais il est en réalité dangereux de faire tout le trajet pour des raisons non surnaturelles. C'est pourquoi ils ont installé un stand photo à mi-chemin. Le but de chacun sera d'y prendre des photos en binôme à l'aide de perches à selfie. Taki dit à tout le monde de créer des souvenirs inoubliables, et ils poussent tous des cris de joie. Ensuite, nous voyons que Juro a été jumelée avec Shiori, et elle est terrifiée. Un regard en arrière montre Mai rappelant à Juro que c'est sa grande chance. Il explique un effet appelé l'effet du pont suspendu, c'est quand le cœur d'une personne s'emballe à cause de la peur et qu'elle confond cela avec de l'affection pour la personne qui l'accompagne. Mai a dit que Juro devait saisir cette opportunité, sinon il n'aurait jamais de petit ami. De retour au présent, Shiori remercie Juro de rester avec elle et s'excuse de lui rendre la tâche plus difficile. Elle dit que les choses auraient été plus faciles si elle était restée chez elle, mais Juro lui dit que cela n'a pas d'importance. Il explique qu'un endroit comme celui-ci limite en fait les moyens d'attaque. S'il pouvait lui demander une chose, ce serait d'oublier tous ses soucis et de profiter du voyage. On n'a que si peu d'occasions comme celle-ci dans la vie, et ce serait dommage de la gâcher juste parce que quelqu'un veut mettre fin à sa vie. Juro lui rappelle que c'est son travail de la protéger, et elle est profondément touchée par ses paroles. À ce moment-là, Shiori est terrifiée, mais Juro lui montre qu'il ne s'agit que du stand photo. Juro ne sait pas du tout comment fonctionne une perche à selfie, alors Shiori prend une photo elle-même. Elle regarde la photo avec excitation, mais elle est horrifiée de voir que le visage de Juro a été remplacé par une ombre noire. Quand elle lève les yeux, elle réalise que Juro n'est nulle part visible. Elle appelle son nom en panique et le cherche désespérément. Elle finit par repérer Juro, et elle est incroyablement soulagée. Malheureusement, son corps se liquéfie et s'avère être une sorte de monstre. Shiori hurle de terreur et court pour sauver sa vie. La créature manque de l'attraper, mais Shiori se réfugie dans le sanctuaire. Elle essaie désespérément de reprendre son souffle et observe son environnement. La lumière à l'extérieur du bâtiment devient très vive, et elle remarque un nœud coulant à proximité. Une autre créature apparaît devant elle et s'approche lentement. Shiori est tellement terrifiée qu'elle ne peut même plus crier. La créature se transforme en humain, et Shiori n'en croit pas ses yeux car c'est son père. Il lui dit qu'elle est suspendue entre la vie et la mort en tant qu'offrande au seigneur Cladnet. Il verse une boisson et dit qu'il n'avait jamais imaginé avoir la chance de boire avec elle. Shiori a des frustrations refoulées, alors elle lui demande désespérément pourquoi il l'a nommée sa successeur. Juste à ce moment, son visage s'ouvre en deux, et son visage en pleurs admet qu'il n'aurait pas dû faire ça. Il explique qu'il lui a accordé trop de crédit simplement parce qu'elle était sa fille. Son visage s'ouvre à nouveau, et son visage en colère dit que c'était une erreur. Il lui dit qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle ne pourra jamais devenir forte. Essayer de faire quelque chose qui dépasse ses capacités ne fera que la faire souffrir. Shiori est horrifiée, et son visage s'ouvre encore une fois. Ce visage est encore plus terrifiant, et il dit à Shiori d'abandonner.
Ces mots s'avèrent trop puissants, et Shiori tombe sous le contrôle de Naroko. Il dirige Shiori vers le nœud coulant et continue de la démoraliser. Il dit que répondre à ses attentes et à celles de tous les autres a dû être très dur pour elle. Shiori s'approche du nœud coulant et admet qu'elle veut se laisser aller. Elle passe la corde autour de son cou et se prépare à en finir. Cependant, elle dit que plus que tout, elle était vraiment heureuse d'avoir rendu tout le monde heureux avec ses tours de magie. Elle retire la corde mortelle car elle a une perspective différente. Même si se forcer ne la rendra jamais forte, elle veut quand même s'améliorer, et elle refuse de fuir. Elle sort déjà du sanctuaire, mais elle se retrouve à tomber d'une falaise. Elle est si haut perché et elle réalise que c'est ainsi que sa vie va se terminer. Juste à ce moment, son cerveau est inondé de mots, mais cette fois, ils sont remplis de différentes solutions. Parmi la mer de suggestions, elle choisit la meilleure. Elle utilise son parapluie pour ralentir sa chute, mais il se brise immédiatement. Elle refuse d'abandonner car elle laisserait tomber tous ceux qui l'ont protégée. Juste alors, nous voyons que Juro est en contrebas. Il utilise une sorte de substance qui se dilate sur le sol. Juro l'attrape alors et atterrit sur le coussin qu'il a créé. Shiori est stupéfaite et réalise que le coussin est fait du polymère super absorbant que Juro a régurgité lors de la fête. Juro explique que les tueurs à gages doivent toujours faire passer leur travail pour un suicide ou un accident, sinon, les gens deviennent suspects. Les proches de Shiori deviendraient suspects et risqueraient plus que l'héritage. C'est pourquoi il planifie les choses si soigneusement, y compris toute la légende du seigneur Chladni. Juro a compris que Naroko a inventé toute l'histoire lui-même. Le maître du son Naroko arrive, et Juro dit que son plan était très astucieux. Au moment où Shiori a pris la photo au stand, Naroko l'a frappé avec une onde de choc. Cela a brouillé son sens de l'orientation et l'a séparé de Shiori. Naroko se ferait un chemin devant eux et dit que Juro est en meilleure forme qu'il ne l'avait prévu. Il lui dit de ne pas s'inquiéter car il doit jouer selon les règles. Chaque fois qu'il mettra fin à la vie de Shiori, cela devra ressembler à un accident. Cela demandera une planification minutieuse, alors il part pour l'instant. Juro dit à Shiori qu'il est trop risqué de rester et qu'ils doivent s'échapper. Malheureusement, Shiori dit que ses genoux ont complètement lâché et qu'elle ne peut pas bouger. Juro n'a pas le choix, alors il lui dit qu'il va la porter. Shiori a encore peur, alors elle s'accroche maladroitement à lui. Juro se demande si c'est la bonne façon de porter quelqu'un, mais il n'y a pas de temps à perdre. Juro s'injecte du poison et se met à courir. Pendant qu'il court, Naroko active son incrément de lignée modifié appelé Murmure de l'Esprit. Des voix affluent de toutes parts, tourmentant Juro et Shiori avec leurs insécurités les plus profondes. Shiori panique et demande ce qui se passe. Juro comprend rapidement que Naroko joue avec leurs esprits. À proximité, nous voyons que Naroko s'est installé confortablement. Il note que Juro a récupéré incroyablement vite et réalise qu'il a affaire à l'incrément de lignée secret des maîtres du poison. Il admet que Juro est en pleine forme mais dit que ces murmures de l'esprit peuvent les atteindre n'importe où sur la montagne, donc l'évasion est impossible. Juro donne des bouchons d'oreilles à Shiori, mais Shiori sort des casques anti-bruit pour qu'ils les portent tous les deux. Ainsi, ils peuvent communiquer entre eux tout en bloquant les sons. Naroko pense que se boucher les oreilles est une mauvaise idée. Lorsque ces murmures de l'esprit s'accumulent, leurs lames sonores peuvent déchirer la chair. Naroko pince l'une de ses cordes, et elle libère une autre insécurité, infligeant beaucoup de dégâts. Juro parvient tout juste à esquiver la lame, et même Naroko est choqué. Juro se rappelle de ne pas écouter et d'esquiver avec sa peau. Sa seule option maintenant est d'augmenter sa force et d'affiner sa sensibilité cutanée au maximum. Pour ce faire, il utilise une toxine appelée pic lunaire. Cela lui permet d'esquiver une autre attaque, mais Naroko n'est pas inquiet car Juro n'est pas sa cible. Juste alors, Shiori tombe sous son contrôle, et Juro réalise que l'attaquer n'était pas le véritable objectif de Naroko. Il a réussi à atteindre les oreilles de Shiori en faisant vibrer les casques eux-mêmes. Naroko force Shiori à courir, et il réalise quelque chose, ce n'est pas seulement son père, Shiori est en fait un trésor de traumatisme. Cela signifie qu'il peut briser sa volonté encore et encore. Naroko utilise l'hallucination pour montrer à Shiori une vision de son oncle. Il dit qu'il la voit comme un fardeau et qu'elle aurait dû s'en rendre compte plus tôt. Convaincre les actionnaires qu'elle n'était pas une perte totale l'a épuisée. Elle est vraiment blessée par cela, et Naroko lui parle directement. Il dit que son oncle a accepté le plan de mettre fin à sa vie, c'est pourquoi il l'a laissé partir pour ce voyage. Toute sa famille veut qu'elle meure, et personne n'est de son côté. Juste alors, Juro donne un coup de pied à l'oncle et dit que tout est un mensonge. Il révèle que son oncle a interviewé des tonnes de gardes du corps avant finalement l'engager. Il n'arrêtait pas d'engager des incapables qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, et il s'est fait avoir à chaque fois. Cela lui a coûté une fortune, mais il a continué à chercher. Il n'a contacté Juro que parce qu'il a lu un avis élogieux de 10 000 caractères laissé par l'équipe d'Em. C'est pourquoi il a décidé que Shiori serait en sécurité avec lui. Juro demande à Shiori si un homme qui la voit comme un fardeau irait vraiment aussi loin. Shiori dit qu'il a raison, et Juro l'endort. Il s'excuse car il ne peut pas laisser Naroko la contrôler à nouveau. Juro explique ensuite à Naroko qu'il sait comment fonctionnent ses illusions.
Ses illusions et son lavage de cerveau sondent les psychés des gens pour en extraire des souvenirs traumatisants et les amplifier. Il admet que Shiori a beaucoup de cicatrices psychologiques, et que son oncle a été tenté un instant. Ce n'était pas grand-chose, mais Naroko a pris cet instant et l'a amplifié. Il souligne que Shiroi connaît ses propres faiblesses et se bat dur pour les surmonter. Elle essaie chaque jour, alors il dit à Naroko d'arrêter de lui rendre la vie dure. Ailleurs, Mai les traque et dit qu'il devrait être à proximité. Juro sort de la forêt, et Mai n'en croit pas ses yeux. Juro porte Shiori d'une manière étrange tandis qu'elle est inconsciente, et il porte des oreilles de chat. Juro dit à Mai de prendre Shiori et de s'éloigner du village pendant qu'il part après Naroko. Puisque Juro a gâché le plan 2 fois maintenant, Naroko voudra l'éliminer en premier. Ce combat sera désormais entre eux, alors Juro jure de mettre fin à la vie de Naroko. Il dit que le travail de Mai sera de garder Shiori en sécurité. Mais rappelle à Juro qu'il n'est qu'un conseiller conjugal mais accepte d'aider juste pour cette fois. Avant qu'il ne parte, Juro vérifie les casques. Il découvre que Naroko a pris le risque de s'approcher d'elle pour pouvoir glisser un dispositif dans ses casques. Ainsi, il pouvait lui envoyer des hallucinations et un lavage de cerveau plus puissant à courte distance. Juro admet qu'il ne maîtrise pas complètement les conditions des techniques de Naroko. Cependant, il sait qu'il doit traîner Naroko à découvert. Pendant ce temps, Naroko réalise que Juro va continuer à ruiner ses plans. La chose la plus intelligente à faire est d'éliminer Juro en premier afin de pouvoir prendre son temps avec Shiori. Son plan est établi, alors il dit qu'il est temps que le plaisir commence. Leur combat reprend, et Juro peut dire que Naroko est devenu plus sérieux. Naroko est très confiant car le gaz toxique n'est pas très efficace en plein air. Les aiguilles empoisonnées sont également inutiles à moins que Juro ne puisse s'approcher. Juro sait que les mouvements de Naroko ne fonctionneront pas s'il coupe ses fils, alors il utilise son poison sur eux. Il est cependant choqué lorsque le poison rebondit simplement. Naroko explique que ses cordes vibrent à des vitesses ultra élevées. Il n'y a aucun moyen pour un liquide de les toucher, et Naroko déclare que le moment est enfin venu. La terre commence à trembler, et il utilise son incrément de lignée modifié appelé Grand Acteur. Cela crée une créature géante, et Juro n'a d'autre choix que de courir et d'esquiver. Juro sort une partie de son poison et le jette quelque part. La bête géante continue son attaque, mais Naroko est choqué par quelque chose, la bête a cessé de bouger, et Naroko ne peut que se demander ce que le maître du poison a fait. Naroko se précipite pour le découvrir, et il se demande si Juro a coupé les arbres au lieu des fils. Ce serait bien trop difficile, et il l'aurait senti. Juro ne les a pas non plus flétris avec du poison, et tout semble en parfait état. Naroko est complètement perplexe, et il est horrifié quand il voit ce qui s'est passé. Juro a arrêté la bête net, et il explique que les amis arbres de Naroko aiment beaucoup son médicament. Juro révèle qu'il a utilisé une formule de croissance végétale qu'il a fabriquée pour gonfler les jardins. Il souligne que la faiblesse de la technique de Naroko est la difficulté de l'accorder. Naroko ne peut pas jouer de notes précises si les arbres continuent de pousser. Les arbres poussent tellement que les cordes commencent à se briser, alors Juro dit qu'il est temps de conclure. Juste alors, Naroko dit de manière sinistre que la peur sommeille dans les profondeurs des psychés humaines. Juro est pris au dépourvu et ne sait pas ce qu'il veut dire. Naroko révèle qu'il a déjà semé les graines de la peur profondément dans l'esprit des étudiants. Maintenant, tout ce qu'il a à faire, c'est les faire pousser. De retour au camping, on annonce à Shiori qu'il y a une urgence. Un étudiant est tombé malade pendant le test de courage, alors ils essaient de le conduire à l'hôpital. Malheureusement, ils découvrent que la route est bloquée par des chutes de pierre. Juste alors, ils voient une créature géante au loin, et ils sont submergés par la peur que Naroko amplifie. Les étudiants hurlent de terreur car ils sont convaincus que c'est la colère du seigneur Chladni. Ils déterminent que la malédiction est réelle et que le désastre va frapper. Dans le chaos, Taki déclare qu'ils doivent suivre la légende et offrir un sacrifice. Comme le dit la légende, ils doivent choisir la personne la plus jeune. Ils vérifient toutes les cartes d'étudiants et déterminent que Shiori est la plus jeune. Juro est horrifié quand il réalise ce qui se passe. Naroko dit qu'il est trop tard car arrêter ce genre de panique sera impossible. La foule terrifiée poursuit Shiori, et elle tombe par terre. Naroko ne pourrait être plus satisfait car la vie de sa cible va bientôt prendre fin. Les étudiants ne se calmeront jamais à moins que Juro ne trouve un moyen de mettre fin à sa vie. Naroko n'a pas fini de montrer ses différentes capacités, car il émet un sifflement fort. Sa main se déplace à une vitesse incroyable, et il tranche un arbre. Il utilise ensuite ses cordes capillaires pour finir de fabriquer un violon. Juro est stupéfait en se demandant si Naroko s'apprête à utiliser un violon avec l'incrément de lignée modifié du maître du son. À sa surprise, Naruko lui fait juste une feinte en lui lançant le violon, puis s'enfuit. Il s'avère que Naruko ne faisait que gagner du temps pour trouver quelque chose dans la forêt. Il déclare qu'il doit le trouver avant Juro pour pouvoir gagner ce combat. Il dit à Juro, à distance, qu'il est un cruel maître du poison. Il explique que même si Shiori survit et devient PDG, ses problèmes ne feront qu'empirer. Ses proches lui en voudront, et les déchets humains essaieront de la détruire. La société est pourrie jusqu'à l'os, et ses responsabilités seront trop lourdes pour elle.
Il le déclare, un faible qui goûte au monde des forts finit toujours dans la tragédie. Elle a peut-être une marge de progression, et elle peut travailler très dur, mais dans le monde des forts, les faibles ne peuvent pas survivre. Il dit que les faibles sont mieux lotis à vivre dans de belles cages sûres. Juro l'interrompt et se demande s'il n'a pas juste peur. Naruko a amplifié le traumatisme de Shiori autant qu'il le pouvait, et elle l'a quand même surmonté seule. Puis elle s'est mise à conquérir ses propres faiblesses. Juro dit que cela pourrait même la rendre plus forte que des gars comme eux qui ont été forcés d'être forts. Juste à ce moment, Naruko devient très excité car il a trouvé l'endroit guérisseur qu'il recherchait. C'est une cavité remplie de Fighting Side, des composés curatifs que les arbres libèrent dans l'air. Naruko pense que l'art du maître du son est fait pour le combat à main nue. Pour jouer des notes qui dévasteront ses ennemis, Naruko a besoin d'être en pleine forme. Une forêt est son champ de bataille idéal, et une crête en cavité avec des Fighting Side pourrait le pousser au-delà de ses limites. Naruko absorbe les Fighting Side, et la sensation qu'il ressent est indescriptible. Il déclare qu'il contrôle tous les sons de la forêt et active son incrément de lignée sanguine modifié appelé Canon. Au moment où il le fait, il réalise quelque chose de terrible. Sa vision devient floue, et il comprend que ce ne sont pas des Fighting Side. Cela sent juste pareil parce que Juro a mélangé un gaz toxique qui imite l'odeur et a conduit Naruko droit dessus. Naruko est stupéfait car Juro a d'une manière ou d'une autre prédit ce dont sa technique avait besoin. Il déclare que ce n'est pas fini car il doit juste cracher le poison et s'éloigner. Malheureusement pour lui, Juro ne le lui permet pas et utilise un polymère absorbant l'eau pour lui fermer la bouche. Juro dit que le maître du son est excellent dans ce qu'il fait, et explique ce qu'il a compris. Juro a déterminé qu'une technique aussi compliquée que celle de Naruko devait avoir des exigences particulières. Tout comme Juro réduit sa durée de vie pour augmenter sa puissance, Naruko avait besoin de guérison. Mélanger un gaz mortel avec quelque chose qui sent les Fighting Side était une première pour Juro, et ce n'était pas facile. Heureusement, ce genre de ruse est plus sa spécialité que de lancer des points. Naruko est détruit par Juro, et le combat est terminé. Naruko est complètement vaincu, mais pour une raison quelconque, il remercie le maître du poison d'avoir cru à ses mensonges. Juro s'inquiète car Mai ne répond pas à ses appels. De retour avec les autres, Mai dit qu'il y a un chemin à proximité qui mène à la ville. Mai est choquée, cependant, quand Shiori dit qu'elle veut retourner là où sont les autres. Mai se demande si elle est folle car ils vont certainement prendre sa vie comme sacrifice. Elle déclare déjà qu'elle ne peut pas simplement partir. Si elle se sauve, alors le groupe sacrifiera quelqu'un d'autre à sa place. Elle refuse déjà de laisser cela arriver et déclare qu'elle a un plan. Nous voyons que les étudiants ont déjà choisi une autre personne, et son nom est Ozawa. Ils s'apprêtent à mettre fin à ses jours, mais Shiori arrive pour les arrêter. Il cible Shiori à la place, mais elle dit à son démon des flammes de se réveiller. Elle invoque une bête de feu dans le ciel, puis la range. Elle dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter car elle utilisera ses pouvoirs pour exorciser leur Chladni. Quelques instants plus tôt, nous voyons que Mai donnait des conseils à Shiori sur la façon de parler devant une foule. Elle a dit que pour parler à une foule, il faut détendre son corps et parler du ventre. Shiori était très reconnaissante car Mai n'avait pas à l'aider ainsi. Mai a dit qu'elle aidait seulement parce qu'elle croyait que Shiori pouvait le faire. Mai lui a rappelé, cependant, que si cela ne marchait pas, elle devrait courir. Malheureusement pour elle, la foule réagit immédiatement. Ozawa fait remarquer qu'elle essaie clairement juste de se sauver d'être sacrifiée. Les étudiants ajoutent plus de doutes car elle n'a pas montré ce pouvoir avant, mais elle tient bon. Elle dit qu'elle attendait que son énergie s'accumule, et c'est pourquoi elle est revenue d'elle-même. Shiori tient bon devant la foule hostile, et son cerveau est inondé de toutes les raisons d'abandonner. S'il découvre qu'elle bluffe maintenant, quelqu'un d'autre paiera certainement le prix. Elle devient nerveuse, mais Mai lui donne un peu de confiance. Elle ne laissera rien de mal arriver, alors elle continue sa performance. Elle demande à son démon des flammes s'il est prêt, et elle le libère. C'est un grand spectacle de puissance, et les étudiants sont émerveillés. Juro le voit au loin, et un flashback montre qu'il a réussi à parler à Shiori. Shiori a dit qu'elle voulait qu'il souffle du gaz dessus quand elle lui donnerait le signal. Son démon des flammes n'est en fait que des feux d'artifice avec des feuilles mortes dessus, donc elle pense que ça brûlera. Shiori l'a remercié d'avoir accepté de l'aider, mais il a dit que ce n'était pas grave. Il a fait remarquer que son travail à elle était le plus dur car elle doit faire croire à tout le monde que ses tours de passe-passe sont de la vraie magie. Shiori fait cela parfaitement alors qu'elle dit à son démon des flammes d'utiliser « Burst ». Avec le gaz toxique de Juro, cela ressemble à une véritable attaque qui recouvre Chladni de flammes. Les étudiants sont stupéfaits, et Shiori déclare que leur Chladni a enfin été vaincu. Elle est prête à passer à autre chose et dit qu'il devrait maintenant faire un feu de camp. Naruko admet sa défaite face à Juro, mais Juro dit qu'il a perdu face à Shiori. Il dit que Naruko a tort à son sujet car elle surmonte ses faiblesses. Cela fait remonter à Naruko un souvenir de son propre passé. Quand Juro était enfant, il tenait un autre enfant au sol. Son père se demanda ce qu'il attendait et lui dit d'achever l'enfant. Naruko hésita, alors son père lui rappela que les faibles sont destinés à mourir tôt ou tard.
Il s'avère que la personne que Naruko tenait au sol était son frère aîné. Son père dit à Naruko que son frère aîné mourant de la main de son jeune frère était le meilleur espoir qu'il pouvait avoir. Naruko écouta les instructions de son père et mit fin à la vie de son frère aîné. De retour au présent, Naruko se demande pourquoi Juro le laisse vivre. Juro lui dit que s'il veut être guéri, il devrait essayer de s'ouvrir à quelqu'un au sujet de ses faiblesses. Quand Juro retourne au camp, Shiori dit qu'elle a un cadeau pour lui. C'est un kit de mixage Miximax supervisé, et Juro est choqué. Mais ne comprend pas ce qui est si spécial, alors Juro dit que c'est un événement historique. Le record du monde du plus grand kit de confiserie artisanale n'a pas été battu depuis 22 ans, et celui-ci vient de l'exploser. Le lendemain, Shiori dit bonjour à tout le monde. Tout le monde a fait le rêve le plus étrange parce que Shiori était une vraie sorcière et qu'elle a combattu un monstre. Ils l'ont tous vue comme différents types de héros, mais elle dit juste qu'elle est douée pour les tours de magie. Juro dit que la voiture est arrivée, et nous voyons que l'oncle de Shiori est là. Sur le chemin du retour, Shiori remercie Juro de l'avoir sauvé et d'avoir arrangé les choses. Juro dit que ce n'est pas grave car tout ce qu'il a fait a été d'appliquer un filtre lourd sur les souvenirs de tout le monde. Shiori va lui tapoter la tête, mais Juro est pris au dépourvu. Shiori s'excuse et explique qu'elle a pris l'habitude de tapoter la tête des gens quand elle les félicite de son père. Juro la laisse lui tapoter la tête, et met l'enregistre. Elle dit que grâce à Juro, personne n'a eu à se sentir triste, blessé ou même rancunier. En plus, il a aidé Shiori à créer les meilleurs souvenirs possibles. Elle déclare qu'elle sera fière d'avoir connu Juro aussi longtemps qu'elle vivra. Plus tard, Naruko annonce la mauvaise nouvelle à Fudi concernant son échec. Il ne peut pas accepter de paiement, et il a tout remboursé ce qu'elle lui avait payé. Naruko passe à autre chose, mais Fudi est furieuse. Elle se tourne vers un autre tueur à gages qu'elle avait en attente comme solution de secours. Ce gars dit qu'il utilisera sa jambe de sniper pour éliminer Juro définitivement. Malheureusement pour lui, il est détruit par Juro, qui est arrivé avec les autres. Fudi suppose qu'ils veulent sa vie ou son argent, mais Shiori révèle qu'elle ne veut qu'une seule chose. Étonnamment, elle dit à Fudi de l'entraîner comme une folle. Elle veut faire le genre de travail qui prend toute la morosité du monde et l'emporte. Shiori reconnaît que l'entreprise Balzac signifie plus pour Fudi que la vie elle-même. Fudi s'est échiné sous le père de Shiori pour bâtir l'entreprise là où elle est. Un flashback révèle que le père de Shiori a en fait dit à Fudi que si Shiori montrait des promesses, il voulait qu'elle veille sur elle. Fudi pense à la promesse qu'elle a faite et elle devient émotive. Shiori déclare qu'elle veut dynamiser l'entreprise ensemble avec Fudi. Fudi accepte de l'entraîner mais l'avertit qu'elle est aussi stricte que le diable. Shiori veut remercier Juro et Mei, mais elle remarque qu'ils ont disparu. Ils ont sauté de l'immeuble, mais Mei réalise quelque chose. Mei fait remarquer à Juro qu'il est parti sans obtenir les coordonnées de Shiori. Juro explique qu'il n'avait affaire qu'à des déchets humains avant cette mission. Rencontrer Shiori et Emi lui a fait réaliser que le monde n'est pas aussi sordide qu'il le pensait. Se marier n'est pas ce dont Shiori a besoin en ce moment, et un gars comme lui ne ferait que lui barrer la route. Au moment où tout semble se terminer, Shiori les arrête. Elle dit à Juro qu'il y a encore quelque chose qu'aucun d'eux n'a encore surmonté. Elle lui demande de se joindre à elle pour une dernière petite fête arrosée. Tous les trois s'assoient ensemble pour boire un verre, et ils portent un toast. Juro et Shiori sont assis mal à l'aise, et Mei se demande ce qui va se passer. Shiori essaie d'engager la conversation avec Juro à propos d'une émission de télé appelée « Rop ». Juro dit qu'il n'en a jamais entendu parler, et l'esprit de Shiori se remplit de doutes. Juro change de sujet et lui raconte l'époque où il a chevauché un requin. Shiori trouve cela étrange, alors la tête de Juro se remplit aussi de doutes. Mais les regarde lutter douloureusement pour parler et pense qu'ils viennent de mondes complètement différents sans rien en commun. Ils n'avaient aucun problème à parler lors du voyage de camping, mais maintenant ils ne trouvent rien à dire. Un fossé va grandir entre eux si cela continue. Au moment où Mei s'apprête à intervenir pour sauver la conversation, Juro demande s'il peut montrer à Shiori un nouveau tour de passe-passe qu'il a inventé. Mei craint que ce soit comme son premier tour, mais Shiori déclare courageusement qu'elle veut le voir. Juro se prépare, et Mei espère juste qu'il ne gâche pas ses chances avec Shiori. Juro les choque tous les deux, cependant, quand il recouvre la zone de fleurs. Juro dit qu'il pensait auparavant qu'un tour de passe-passe devait simplement attirer l'attention. Cependant, Shiori lui a appris que la vraie clé est de faire face aux gens et de les divertir. Shiori est inspirée, donc elle dit qu'elle a aussi un nouveau tour qu'elle veut lui montrer. Les deux vont alors et viennent, montrant leurs compétences. Mais observe les deux communiquer par leur tour au lieu de mots. Mais admet que même s'ils sont mauvais pour parler, cela n'a pas vraiment d'importance s'ils peuvent se connecter ainsi. À la fin de la nuit, Shiori dit qu'elle a passé un bon moment, et Juro dit la même chose. Il lui dit d'être la meilleure PDG possible, et elle se demande s'ils se reverront. Juro fait remarquer que sa mission est terminée, et Shiori dit qu'elle s'y attendait. Elle admet qu'elle est gourmande, et qu'il y a tellement de choses qu'elle veut faire. Elle ne veut pas négliger Balzac Collège ni même tomber amoureuse. Juro est pris au dépourvu, mais ils sont interrompus quand l'oncle de Shiori arrive. Avant que Shiori ne parte, elle demande à Juro de l'ajouter comme ami car elle aimerait le revoir. Après son départ,
Elle n'arrive pas à croire qu'elle a fait cela. Elle a planifié des milliers de scénarios pour lui demander, cela lui a presque donné une crise cardiaque, mais elle l'a fait quand même. Juro l'a ajouté comme ami, et sa liste d'amis compte maintenant 3 personnes. Juro se demande si Shiori s'intéresse vraiment à lui, ou si elle était juste polie. Mais lui dit de ne pas précipiter les choses et de se concentrer simplement sur la construction de la relation. Mais annonce que leur prochaine opération commencera dimanche, mais Juro dit qu'il ne pourra pas venir. Mais demande pourquoi, et Juro dit simplement qu'il doit assister au mariage d'un ami. Juro dit à Mai que le nom du maître des insectes est Tashiki. C'est un collègue et un ami de longue date de Juro, et il va se marier. Tashiki lui a envoyé une invitation très formelle, alors ils iront. Mai est excité car Juro pourrait peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau au mariage. À leur arrivée, Mai dit que cela ressemble à un conte de fées. Il y a des papillons partout, mais un type étrange brise immédiatement la paix. Juro est touché par une multitude d'aiguilles et ressent une grande douleur. Mai est surprise, pourtant, lorsqu'il revient immédiatement à la vie. Le type appelle Juro, patron, et dit qu'il s'est trop reposé sur sa lignée sanguine modifiée. Il s'avère que les aiguilles de ce type donnent un coup de fouet à Juro, alors Juro le paie. Juro explique que ce type s'appelle Tsunagi, et c'est le maître des aiguilles. Tsunagi a 3 enfants, et ils font tous la fête après avoir reçu le paiement de Juro. Tsunagi prévoit de l'emmener dans un parc d'attractions, et il devient très clair que c'est un bon père. La cérémonie de mariage commence, et les mariés sont présentés. Voir Tashiki se marier fait réfléchir Juro au passé. Il y a longtemps, Juro a vaincu une pièce pleine de criminels. Un type a dit qu'il essayait d'unifier le monde souterrain, mais Juro l'a fait taire. Juro a affronté Tashiki car il supposait que le clan du maître des insectes voulait gagner les faveurs de la famille Juro. Tashiki l'a surpris en disant qu'il voulait juste boire un verre avec Juro. Il lui a proposé une boisson non alcoolisée puisque Juro était mineur, et Juro ne savait pas quoi dire. De retour au présent, Mai donne un coup de coude à Juro et se demande s'il a entendu comment Tashiki et Anna se sont rencontrés. Apparemment, Anna a eu des ennuis en faisant de l'alpinisme, et c'est Tashiki qui l'a aidé. La cérémonie continue, et Tashiki finit par passer la bague au doigt d'Anna. Pendant que Juro regarde, il demande doucement à Mai s'il pourrait un jour réussir un mariage aussi parfait. Mai lui dit que bien sûr qu'il le peut, parce qu'il l'a dans son coin. La cérémonie se termine magnifiquement, mais on voit que quelqu'un observe de l'extérieur. Il est vraiment jaloux parce que le maître des insectes a beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Il se demande comment cela peut être juste, et on voit que Juro sent son approche. À l'intérieur, une vidéo montre davantage sur les mariés. Ils se sont rencontrés dans les montagnes, et maintenant ils passent leur jour à camper. Juste à ce moment, Juro s'enfuit précipitamment, mais Mai lui rappelle qu'il est censé faire un discours. Juro n'a pas le temps d'expliquer, alors il dit que Mai devra le remplacer. Mai remarque que Juro a une araignée sur l'épaule et se demande ce que c'est. Juro appelle l'araignée Julia Junior. Qui est la partenaire de Tashiki. Juro sait que cette petite araignée est proche de Tashiki, alors il peut dire qu'elle veut protéger le mariage encore plus que lui. C'est le plus beau jour de la vie de Tashiki, donc ils travailleront ensemble pour s'assurer qu'il ne soit pas gâché. Dehors, le type nommé Yamada dit à ses hommes que dans exactement 5 minutes, leur plan commencera. Ils se précipiteront vers leurs entrées assignées et élimineront qui ils voudront. Il leur dit que plus ils accumuleront de cadavres, plus leur prime sera grande. De plus, ils pourront partir quand le maître des insectes et ses amis maîtres commenceront à riposter. Pendant qu'ils sont distraits, Yamada dit qu'il collera un explosif sur la mariée. Il a hâte de voir le feu d'artifice, mais il est trop distrait pour remarquer que ses hommes se font tabasser. Finalement, il réalise que Juro et Julia Junior ont éliminé tous ses hommes. Yamada se blâme pour avoir engagé des mercenaires sur le dark web. Il réalise qu'il va devoir changer ses plans, alors il déclenche son feu d'artifice. L'attaque s'appelle le labyrinthe de la tempête de feu, et elle propage le feu partout. Yamada dit qu'il a créé cela pour offrir aux amis de Tashiki un jeu d'évasion grandeur nature. Il déclare qu'il fait tout cela parce que Tashiki est l'homme qui a volé la seule étincelle de passion de sa vie. Il repense au passé où rien n'avait d'importance pour lui. Il ne ressentait rien pour la vie, l'école, le travail, le mariage, et même s'endetter. Il s'en fichait même quand le paiement d'une grosse dette était quelque chose d'extrême. Un type connu sous le nom de maître des marionnettes a dit que Yamada devrait être personnalisé pour devenir un tueur à gages pour un gang. Il a dû subir une opération insensée, mais pendant tout ce temps, il disait que cela lui était égal. Le maître des marionnettes l'a informé qu'il avait implanté des bombes miniatures dans ses poignets, ses chevilles et sa tête. Il a dit à Yamada d'appuyer sur l'interrupteur dans sa dent du fond au moment de l'impact, et son ennemi exploserait avec sa propre chair et ses propres os. C'est ce qu'il a appelé une « roulette de l'explosion ». Les derniers mots du maître des marionnettes furent que les déchets n'existent que pour mourir avec grâce. Pour une raison quelconque, Yamada était vraiment heureux, et il est parti en vadrouille. Il a pensé qu'à la pire éventualité, il pourrait simplement emmener son adversaire avec lui. Il dit que cette roulette de l'explosion a allumé sa passion pour la première fois de sa vie. La vie dont il n'avait jamais rien eu à faire avait enfin un sens.
Jusqu'à ce qu'il rencontre le maître des insectes. Tashiki l'a vaincu, et Yamada a été stupéfait quand il l'a serré dans ses bras. Yamada était content car c'était le moment parfait. Il pouvait déclencher la bombe dans sa tête et échanger une vie contre une vie. Malheureusement pour lui, cela n'a pas fonctionné car Tashiki l'a désamorcé avec l'un de ses insectes. Il a dit à Yamada qu'il n'avait plus à vivre dans la peur, et il est parti. Yamada est furieux contre Tashiki parce qu'il lui a enlevé sa passion juste pour se sentir bien dans sa peau. Il déclare que cela lui donne le droit de détruire quelque chose que Tashiki aime. Dans sa quête de vengeance, Yamada a obtenu de nouveaux membres comme avance du maître des marionnettes. Il attend ce jour depuis très longtemps, et il ne laissera personne se mettre en travers de son chemin. Yamada réalise qu'il parle tout seul parce qu'il a déjà mis fin à la vie de Juro. Il a tort car Juro est juste au téléphone. Il parle à Mei et lui dit quoi dire dans le discours. Finalement, Juro sort de l'abri que Julia Junior a fait pour le protéger du feu. Il dit qu'il ne sait pas quel est le problème de Yamada, mais personne de gentil n'en veut au maître des insectes. À l'intérieur, Mei dit qu'il va faire le discours de Juro parce que Juro a mal au ventre. Pendant ce temps, Juro est dehors au corps à corps avec Yamada. Yamada souligne que Juro est un maître du poison, alors il devrait arrêter de se retenir. Il veut que Juro utilise sa lignée sanguine modifiée, mais Juro dit qu'il ne la gaspillerait pas pour lui. Pendant qu'il combat, Mei dit qu'il va lire une lettre que Juro lui a donnée. La lettre commence par Juro félicitant Tashiki et Hana et disant qu'il n'arrive toujours pas à croire que ce jour arrive réellement. Il admet qu'il cherche lui-même une épouse, et c'est vraiment difficile. L'ancienne version de lui aurait dit que c'était inutile et une perte de temps. Cependant, maintenant il espère rencontrer la bonne personne, et il dit que c'est grâce à Tashiki. Juro était vraiment perdu étant enfant, mais Tashiki l'a guidé. Sans lui, Juro ne sait pas où il serait. Dans le combat, Juro réussit à se sauver d'une chute avec un peu d'aide de Julia Junior. Il se lance sur Yamada, mais il le rate. Yamada le nargue, mais il réalise que ce n'était qu'une distraction. Juro l'a capturé et commence à le faire tournoyer. La lettre se termine en disant que Tashiki ne laisse jamais rien l'empêcher de tendre la main à quelqu'un qui souffre. C'est ce qui fait de lui le meilleur ami de Juro et le gars le plus cool qu'il connaisse. Juro projette alors Yamada droit vers le ciel. Il dit qu'il ne veut pas faire de ce jour spécial un jour sanglant, alors il a forcé Yamada à partir. Yamada vole loin, mais il entend le maître des marionnettes à son oreille. Il dit qu'il garantit ses produits, donc il va libérer les limiteurs de Yamada. Il prévient que Yamada va tous souffler avec une onde de choc qui frappe comme un typhon. Yamada se redirigeait vers la cérémonie et dit à Tashiki de l'attendre. Alors qu'il se prépare à détonner, il voit le visage souriant de Tashiki. Cela lui rappelle son propre visage souriant du passé, et il est frustré. Tashiki vient d'un monde souterrain bien plus sombre que lui, alors il ne comprend pas comment Tashiki a pu le serrer aussi doucement dans ses bras. Il dit que c'est injuste, et il change de direction. Le maître des marionnettes fait remarquer qu'il va dans la mauvaise direction, mais Yamada n'écoute pas. Il envoie ses membres dans toutes les directions et dit que c'est son cadeau d'adieu. Son explosion illumine le ciel, et la lettre de Juro se termine en même temps. Tout le monde regarde dehors, et ils sont émerveillés par le magnifique spectacle. Juro regarde aussi, et il félicite Tashiki. Ensuite, Tashiki remercie Mei pour le discours et pour avoir aidé Juro. Mei fait remarquer que Tashiki a veillé sur Juro depuis qu'il était enfant, et il se demande pourquoi il a toujours été si gentil avec quelqu'un d'aussi rugueux sur les bords. Tashiki admet que c'est lui qui devrait remercier Juro. Il explique qu'il y a en fait une hiérarchie stricte dans le monde des maîtres. Le simple fait que Juro l'appelle un ami et vienne à son mariage est plus qu'il n'aurait jamais pu espérer. Mais est confus car Tashiki est un maître tout comme Juro. Tashiki révèle que la famille des maîtres des insectes a commencé avec des insectes venimeux. Les maîtres des aiguilles ont commencé avec des aiguilles empoisonnées. Il y a beaucoup d'autres maîtres, mais leurs familles branchées descendent toutes du clan du poison. La hiérarchie est gravée dans le marbre avec les 5 grandes familles au sommet. La société entière des maîtres est composée de leurs branches. Tashiki dit que les familles branchées mettraient fin à leur jour sans se plaindre si une grande famille leur donnait. Son propre père a dit à Tashiki que leur famille n'existait que grâce à la tolérance de la famille Juro. Il a prévenu que des siècles à jouer avec des vies ont fait des monstres des chefs des 5 grandes familles. Il a dit à Tashiki de ne pas supposer qu'il partage ses valeurs car il voit la vie des ennemis et des alliés comme des pions pour enrichir leur clan. On lui a dit qu'à moins de vouloir que sa lignée s'éteigne, il devait se taire et obéir. C'est alors que Tashiki a rencontré Juro pour la première fois. Le père de Tashiki n'a pas perdu de temps et s'est immédiatement mis à ramper. Il a appelé sa famille des vers insignifiants, qui doivent leur vie à la famille Juro. Il a dit à Juro d'utiliser et de jeter la vie de son fils comme un insecte s'il le souhaitait. Le jeune Juro a regardé Tashiki et a dit « ce n'est pas un insecte », avant de partir. C'est à ce moment-là que Tashiki a réalisé que ce n'était pas la faute de Juro si les gens tremblaient de peur devant lui. Mais est alors surpris quand Tashiki et Tsunagi s'inclinent tous les deux. Ils sont tous les deux très proches de Juro, alors ils espèrent que Mei peut l'aider à trouver une bonne épouse. Mei promet de le faire, et Juro revient finalement. Il est surpris de voir que Mei s'est lié d'amitié avec ses collègues pendant son absence. On ne sait pas ce qu'il pense,
Alors il se demande ce qu'il manigance. À la fin de la soirée, Juro souhaite au jeune marié 100 millions de bénédictions. Le mariage est terminé, alors Tashiki s'envole avec sa femme. Ailleurs, un homme mystérieux finit d'éliminer un maître. Le maître qu'il a éliminé est complètement gelé, et le gars dit qu'il n'était pas très habile. Une fille lui dit qu'il a fait du bon travail, donc elle lui enverra la prochaine liste de maîtres à chasser. Elle lui souhaite bonne chance, et il est surpris quand il voit que Juro était sur la liste. Un peu plus tard, nous voyons Mai apprendre à Juro à jouer dans une salle d'arcade. Il lui explique que la clé de la machine à pince consiste à évaluer la cible, la position du lot et la force du bras, puis à frapper. Mai réussit une fois et dit à Juro qu'il devra persévérer s'il veut gagner le cœur d'une fille. Juro essaie à son tour et dépense immédiatement 10 000 yens sans rien attraper. Juro repère une autre machine et il est confiant de pouvoir la maîtriser. C'est un jeu de tap-top, et il le maîtrise instantanément. Il obtient le meilleur score, mais Mai lui fait remarquer que cela ne séduira probablement aucune fille. Alors qu'ils essaient d'autres jeux, Mai demande à Juro s'il a entendu parler d'une certaine personne appelée le chasseur de tueurs. Juro explique qu'il s'agit d'une série d'assassins célèbres éliminés un par un. Les objectifs et l'identité du chasseur sont un mystère total, mais ses compétences sont bien prouvées. Dan le démembreur et Kushima le maître de la lance ont déjà été abattus. Juro fait remarquer qu'il serait difficile de trouver beaucoup de gens capables de vaincre le maître de la lance au combat. Alors qu'ils terminent leur séance, une mystérieuse fille apparaît et dit à Juro qu'ils doivent parler. Elle a l'air vraiment dangereuse, mais elle dit simplement à Juro qu'elle veut aussi prendre une photo avec lui. Après les photos, elle se présente sous le nom de Kimi. Elle veut engager Juro pour un travail, et Mai fait remarquer qu'elle aurait pu le contacter via le Darknav. Kimi dit qu'une beauté comme elle apparaît une fois tous les 10 millions d'années, et que Juro devrait être aux anges. Nos héros sont choqués par son ego et ils partent immédiatement. Kimi s'excuse et les supplie de revenir. Mais fait remarquer que filer la personne que l'on veut engager n'inspire pas confiance, alors Kimi s'excuse à nouveau. Mais dit qu'il pensait que le chasseur de tueurs était venu pour Juro. Kimi révèle alors qu'elle est elle-même une maître, et elle explique la situation. Elle déclare qu'en attendant que quelqu'un s'occupe du chasseur de tueurs, elle permettra à Juro de la protéger. Nos héros repartent, mais Kimi s'excuse. Mais est sceptique car une maître devrait pouvoir se protéger elle-même, mais Kimi admet que le combat n'est pas vraiment son fort. Juro décide qu'il devrait l'écouter, et Kimi est stupéfaite. Il explique que si une maître demande de l'aide à une famille à laquelle elle n'a aucun lien, c'est qu'elle doit être dans une situation vraiment difficile. Kimi est tellement éprise de sa bonté qu'elle s'évanouit, et Juro doit la rattraper. Cela la rend encore plus folle, car elle n'arrive pas à croire que Juro lui prête réellement attention. Quand elle reprend ses esprits, elle serre immédiatement Juro dans ses bras. Elle déclare qu'avec Juro, elle est en sécurité, et elle défie le chasseur de tueurs de venir la chercher. Quand elle se calme, elle dit qu'elle fera une exception pour Juro et lui montrera exactement quel genre de maître elle est. Elle commence à faire d'étranges bruits de couinement, et tout le monde dans la pièce se demande ce qu'elle fait. Soudain, un hamster féroce apparaît de nulle part et dit le mot bam. Kimi se présente à nouveau et révèle qu'elle est la maître des hamsters. La petite créature qu'elle vient d'appeler à ses côtés est son partenaire, nommé Sirius. Elle explique que c'est Sirius qui a trouvé Juro en ville. Elle déclare qu'en matière de collecte de renseignements et de travaux minutieux, elle est la meilleure, tant qu'elle a ses petits assistants. Juro en déduit que Kimi est lié au clan de la bête. Il explique que les maîtres sont tous des tueurs experts mais pas nécessairement de bons combattants. Techniquement, même lui est davantage spécialisé dans l'assassinat et les pièges que dans le combat direct. Mais a du mal à croire qu'il ne soit pas considéré comme un bon combattant après ce qu'elle a vu faire. Kimi dit alors qu'elle ne veut rien avoir à faire avec le chasseur de tueurs, mais l'association dont elle fait partie est déterminée à l'éliminer. En conséquence, elle est en danger, c'est pourquoi elle a besoin d'un garde du corps. Juro fait remarquer qu'elle peut simplement embaucher quelqu'un de son organisation, mais elle dit que ce n'est pas possible. Elle explique que jusqu'à la génération de son arrière-grand-père, ils étaient des maîtres du rap. Ils étaient très respectés dans le clan de la bête, ils pouvaient donc faire valoir leur poids. Malheureusement, leur lignée s'est affaiblie, alors aujourd'hui, elle ne serait même pas surprise qu'on leur retire leur titre de maître. Kimi admet qu'elle n'a jamais pris de vie, et le seul lien qui la relie au clan de la bête est la couleur de ses vêtements. Elle explique que toutes les branches du clan de la bête doivent les porter. Elle se présente aux réunions de l'association quand on le lui dit, mais les décisions importantes ont déjà été prises sans elle. C'est aussi ce qui s'est passé lorsqu'ils ont élaboré un plan pour affronter le chasseur. Les autres membres lui ont même dit en face qu'une maître qui ne peut pas tuer et qui travaille un emploi ordinaire devrait au moins se rendre utile comme bouclier. Kimi s'excuse auprès de ses héros et les remercie de l'avoir écouté. Elle dit qu'elle vient de réaliser que Juro n'accepterait jamais un travail pour protéger une sous-famille inconnue, surtout pour des honoraires qu'elle ne peut pas payer. Juro était le futur chef d'une des 5 grandes familles, et il ne perdrait pas son temps avec quelqu'un comme elle. Alors qu'elle s'éloigne, elle pense qu'elle est simplement heureuse d'avoir rencontré son maître préféré avant de mourir. Avant qu'elle ne parte, Juro propose de faire le travail pour 10 000 yens par jour. Kimi est stupéfaite, et il se demande quand il pourra commencer à la protéger.
mais se demande s'il est sûr de lui, et Juro dit simplement qu'il voit bien que Kimi est dans une situation difficile. Kimi se précipite pour le serrer dans ses bras parce que Juro agit exactement comme elle l'avait imaginé. Juro ne sait pas du tout quoi faire dans cette situation, alors Mei lui dit de simplement lui rendre son étreinte. Plus tard, Kimi dit à Nohiro qu'elle va les emmener rencontrer son association. En chemin, Mei pense que Kimi est la personne la plus excentrique que Juro ait rencontrée. Ils sont tous les deux des chasseurs, cependant, il y a donc une chance qu'ils s'entendent très bien. Ils arrivent au repère de l'association, appelé le Plaza des Animaux Câlins. Kimi dit qu'elle va s'occuper des présentations, et elle nomme plusieurs chasseurs appartenant à l'organisation. Elle est surprise de trouver tout le monde par terre, et elle se demande s'ils dorment tous. Juro doit lui faire remarquer que tous les maîtres ne sont plus en vie. Un type mystérieux se lève, et Juro dit frénétiquement aux autres de fuir. Le type se déplace en un clin d'œil et poignarde Juro à l'estomac. Le type identifie Juro comme un maître du poison et dit que le croisé ici tombe à pic car il n'aura plus besoin de le chercher. Avec Juro ici, il pourra rayer un grand nom de sa liste. Kimi est horrifiée car elle n'a même pas vu l'attaque du type. Juro leur dit à nouveau de fuir, alors elles obéissent enfin. Il pense à comment il a évité de justesse une coupure mortelle et arrêté le saignement, mais cela ne durera pas longtemps. Juro peut dire que ce type est le chasseur de tueurs, et il se demande ce qu'il cherche. Le chasseur ne répond pas, et il attaque de nouveau. Juro n'en croit pas ses yeux car ce type inflige des dégâts insensés avec un petit couteau. Il continue d'éviter les attaques, mais le type continue d'avancer. Juro sait qu'il sera en difficulté si le combat s'éternise, et il détermine que les pièges ne fonctionneront pas. Sa seule option est d'affronter ce type de front et d'y aller à fond dès le début. Il n'a pas d'autre choix que de s'injecter 2 toxines à la fois, un accélérateur de réflexe optique appelé vision toxique et un potentialisateur de réflexe musculaire appelé lancer de javelot toxique. Cela permet à Juro d'égaler la vitesse du chasseur, et il parvient enfin à atterrir plusieurs coups. Sa rafale d'attaque est écrasante, et il parvient même à faire tomber le type du bâtiment. Juste à ce moment-là, Juro est stupéfait quand le chasseur remonte, et nous voyons qu'il était en réalité au téléphone. On dit au chasseur que Juro accepte des missions de garde du corps sur le Darknave. Il n'y croit pas car personne dans les 5 grandes familles n'accepte ce genre de travail. Il dit aussi que Juro a l'air plutôt dangereux car il vient de s'injecter 2 seringues dans le cou. Juro regarde, incrédule, car ce type n'est pas blessé du tout, et il soulève facilement un énorme panneau. Juro essaie de le prendre de vitesse, mais c'est inutile. Ce type est beaucoup trop rapide, et chaque attaque est incroyablement dangereuse. Juro doit mettre toute son énergie à esquiver, mais il s'approche du bord du bâtiment. Juro parvient à surprendre le chasseur en utilisant du poison pour détruire le panneau. Malheureusement, cela ne suffit pas, car Juro est à nouveau touché. Il est horrifié car même après avoir pris la vision toxique, il n'arrive pas à suivre le chasseur. Juste alors, un morceau du panneau manque de peu de toucher un animal, mais le chasseur l'arrête. Il est soulagé et vérifie que les animaux vont bien. Juro se demande de quel clan vient ce type, mais il est choqué quand le chasseur révèle qu'il est juste un type ordinaire. Juro refuse de le croire, mais le type fait remarquer qu'il n'a aucune raison de mentir à quelqu'un qui va mourir. Le type ne sait pas comment expliquer, alors il dit simplement que tous ses parents sont de simples enseignants. Juro en conclut que la seule réponse est que ce type est un mutant. Les maîtres passent des générations à construire leur lignée, mais ce phénomène les a surpassés et a gagné. Sans autre option, Juro décide qu'il va devoir faire quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Il s'injecte une triple dose de toxine, et le chasseur se demande pourquoi il ferait cela. Ce pari échoue alors que le sang jaillit de Juro. Il pense qu'il aurait dû savoir qu'une triple dose était plus qu'il ne pouvait supporter alors qu'il était blessé. Juro s'effondre au sol, mais le chasseur dit qu'il ne lui fera aucune pitié. Il déclare que c'est ce que Juro mérite pour avoir pris la vie de nombreuses personnes et répandu la haine. Il se prépare à mettre fin à la vie de Juro, mais il s'arrête quand Juro a une dernière chose à dire. Juro dit au chasseur de promettre qu'il ne fera pas de mal aux 2 personnes qui étaient avec lui. Le chasseur est stupéfait, et Juro s'évanouit. Sirius apparaît pour défendre la vie de Juro, et Kimi revient également. Elle déclare que le chasseur ne mettra pas fin à la vie de Juro tant qu'elle est là. Le chasseur l'avertit qu'il devra s'occuper d'elle aussi si elle se met en travers de son chemin. Kimi lui dit de garder ses menaces car il ne sait pas de quoi il parle. Il a accusé Juro de répandre la haine, mais elle fait remarquer que Juro est si gentil qu'il a proposé d'être son garde du corps de son plein gré. Elle dit avec colère qu'elle préférerait mourir plutôt que d'être le garde du corps de quelqu'un, mais qu'elle serait heureuse de mourir pour sa personne préférée. Elle fait venir son équipe sérieuse, et des hamsters apparaissent tout autour d'elle. Kimi devient très sérieuse alors qu'elle active son incrément de lignée modifié appelé Kanimajor. Elle traite cela comme une attaque terrifiante, mais tout le monde est choqué de voir que les hamsters se sont simplement mis en formation de constellation. Elle rit comme une folle, et le chasseur s'approche pour ramasser Juro. Mais se demande ce qu'il fait, et le chasseur est confus. Il fait remarquer que Juro est à la porte de la mort, donc il l'emmène chez un médecin. Même Juro fait remarquer que le chasseur est venu pour mettre fin à sa vie,
Alors il se demande pourquoi il l'aide. Le chasseur explique qu'il n'a jamais vu des maîtres essayer de se couvrir mutuellement auparavant. Voir Kimi se battre si durement pour Juro lui a fait changer d'avis, et il ne veut plus mettre fin à la vie de Juro. Juro accepte sa réponse et dit au chasseur qu'il peut le déposer. Il est blessé, mais ce n'est pas si grave qu'il ne puisse pas se soigner lui-même. Pendant que Juro récupère, le chasseur dit qu'il s'appelle Pichi. Il révèle que son véritable objectif est d'anéantir le clan de la Bête, qui est l'une des 5 grandes familles. Il a entendu dire qu'il préparait quelque chose de dangereux qui coûterait la vie à beaucoup de gens, alors il a décidé de les éliminer d'abord. Mais ne peut s'empêcher de se demander pourquoi il a chassé des personnes qui ne sont pas des maîtres de la Bête. Pichi explique qu'il n'avait aucune idée d'où trouver le clan de la Bête, alors il a interrogé tous ceux qui semblaient les connaître. Il a simplement éliminé les dangereux qu'il rencontrait en chemin. Juro explique à Mai que Dan le démembreur acceptait des paiements pour mettre fin à la vie de personnes âgées. Quant à Kushima, le maître de la lance, il entraînait des passants innocents dans ses missions. Pichi révèle que son rêve est d'ouvrir un café avec sa petite amie. Malheureusement, dit-il, il doit d'abord se débarrasser de toutes les personnes dangereuses, sinon leurs clients ne pourront pas se détendre. Juro se demande si ce type est fou car il cherche un combat avec l'une des 5 grandes familles. Pichi fait simplement remarquer que la vie serait bien meilleure si toutes les mauvaises personnes disparaissaient. Juro pense qu'habituellement, ce ne serait qu'un vœu pieux, mais ce type est peut-être assez puissant pour le faire. Pichi dit qu'il pensait que tous les maîtres du poison étaient dangereux, mais il s'avère que Juro est différent. Il a déterminé que Juro n'est pas une menace pour le monde qu'il veut. Pichi se demande si Juro connaît le clan de la Bête par l'intermédiaire des relations de sa famille. Juro dit, bien sûr que non, parce que les choses ne sont pas comme les gens le pensent. Il explique qu'on les appelle les 5 grandes familles par commodité, mais qu'elles n'ont pas beaucoup de liens entre elles. Pichi sait que Kimi est issue d'une branche du clan de la Bête, alors il se demande si elle sait quelque chose. Kimi explique qu'elle n'a jamais visité la maison principale ni rencontré aucun membre de la famille. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a ce collier qui est donné à toutes les familles de branches. Juste à ce moment-là, elle s'évanouit, et une voix maniaque se fait entendre rire. Mais se demande ce qui ne va pas chez Kimi, et Juro soupçonne que le collier fait quelque chose. La voix révèle que s'ils essaient de briser le collier, il aspire tout le sang de l'hôte. Cela s'appelle le Bonda Constrictor, et c'est un accessoire vivant conçu pour aspirer le sang. La voix l'a activé, ce qui signifie qu'il reste 3 jours à vivre à Kimi. Juro se demande pourquoi ce type mettrait des colliers aux gens, alors le gars explique qu'il ne veut pas que son bétail s'enfuit. Nos héros sont furieux d'entendre cela, mais le gars leur dit de se détendre. Il dit que s'ils le cherchent, il va leur donner une invitation spéciale. Il leur dit de venir sur le territoire du clan de la Bête, appelé le royaume animal de Dogo. Un peu plus tard, nos héros se rendent sur l'île du clan de la Bête. Juro se demande pourquoi Mai possède un permis de navigation de première classe, alors elle explique que cela date de l'époque où elle était une escroc matrimoniale. Mai est également ingénieure certifiée, opératrice de drone et conceptrice de couleurs. Juro est soulagé de voir que le collier autour du cou de Kimi s'est stabilisé, mais ils ne savent toujours pas comment l'enlever. Son plan est d'utiliser un sérum de vérité ou tout ce qui sera nécessaire pour forcer les maîtres des bêtes à révéler le secret. Juste à ce moment, Kimi les remercie pour le trajet et dit au revoir. Elle fait remarquer que Juro a déjà fait son travail pour lequel elle l'avait engagé, c'est-à-dire la protéger du chasseur de tueurs. Maintenant, elle va parler elle-même à la famille principale et leur demander de la laisser tranquille. Elle déclare qu'elle a fini de les utiliser, et qu'il est temps pour eux de se séparer. Juro dit qu'il voit bien qu'elle essaie simplement d'être attentionnée, mais Kimi l'interrompt. Elle est certaine qu'il marche droit vers un piège, car le clan de la Bête essaie d'éliminer Juro des 5 grandes familles. Elle dit qu'elle ne peut pas risquer la vie de Juro, mais Juro répond qu'il veut la risquer. Il révèle que quelque chose lui dit que s'il la quitte maintenant, il ne pourra plus jamais rendre personne heureux. Kimi est touchée par ces paroles et elle sanglote de façon incontrôlable. Quant à Pichi, il dit que ça lui va tant qu'il peut nettoyer le clan de la Bête. À leur arrivée, Juro dit à Mai d'attendre au port car ils ne peuvent pas l'emmener au-delà de ce point. Juro pense que le clan de la Bête utilise Kimi comme appât pour éliminer lui et Pichi en même temps. Il est logique qu'ils en veuillent à Pichi car il les a chassés, mais Juro ne sait pas pourquoi ils en veulent à lui. Avant qu'ils puissent comprendre, leur bateau est attaqué par un calmar géant. Kimi est projeté hors du bateau, et un aigle géant apparaît pour l'emmener. Le clan de la Bête est évidemment derrière tout ça, alors Juro s'injecte la toxine. Elle s'appelle Step Up, et elle lui permet de se déplacer assez vite pour courir sur l'eau. Le calmar géant lance une attaque sur Mai, mais Pichi est là pour l'arrêter. Nous voyons que Pichi regarde une vidéo sur la façon de préparer un calmar. Il dit que le calmar géant est sur le chemin, alors il a décidé de le cuisiner. La première étape de la vidéo consiste à retirer les tentacules du calmar pour pouvoir extraire les cartilages. Pichi fait cela facilement tout en disant au calmar que ses tentacules le gênent. La deuxième étape consiste à ouvrir le corps verticalement pour arracher la poche à encre. Pichi se prépare à faire cela alors qu'il entend que la dernière étape est de couper le calmar en morceaux de la taille d'une bouchée. Pichi démontre ses compétences incroyables en découpant le calmar en dés, et Mai regarde,
émerveillé. Il réalise enfin ce que Juro voulait dire quand il a dit qu'il n'était pas aussi bon combattant que d'autres maîtres. Pichi termine son combat et se demande s'il devrait servir des pâtes au calmar dans son café. Pendant ce temps, Juro arrive sur l'île et trouve un homme portant Kimi. Il se présente sous le nom de Kota, l'homme le plus rapide du monde. Juro voit tout de suite que ce type n'est pas un maître des bêtes. Juro déduit de ses capacités qu'il vient probablement d'une famille secondaire, et qu'il est plutôt un maître des oiseaux. Cela ferait de lui un sous-traitant du clan principal de la bête. Juro se demande ce qu'ils veulent et pourquoi ils ont pris la peine de prendre un otage juste pour les attirer ici. Kota dit qu'il n'en a aucune idée, et que cela lui importe peu. Il révèle que chasser Juro lui rapportera assez d'argent pour vivre comme un roi pour le reste de sa vie. Il ne peut pas dire combien exactement, mais cela se chiffre en dizaines de milliards. Juro se demande alors quel est le rôle de Kimi dans tout ça. Kota révèle que cibler Kimi était purement stratégique car la rumeur disait que l'utiliser comme otage rendrait Juro facile à abattre. Kota n'aime pas vraiment faire les choses ainsi, mais c'est un maître, et il laisse ses sentiments en dehors de son travail. Il commence à raconter son histoire tragique, mais Juro est déjà assez blessé. Il exige de savoir comment se débarrasser du constricteur de lien autour du cou de Kimi. Kota déclare que même essayer de le découvrir est un crime. Il n'explique pas et appelle simplement ses coéquipiers oiseaux. Il promet de donner à Juro une raclée dont il se souviendra, et Juro doit s'injecter à nouveau. Kota porte une attaque, et Juro réalise que ce type est incroyablement rapide. Il est clair qu'il est très dangereux, donc sa branche doit être assez proche du clan principal. Kota provoque Juro car il sait que s'il peut l'obliger à se battre selon ses conditions, il peut l'éliminer. Il préférerait ne pas se mettre à dos le clan du poison, mais l'argent est trop beau pour laisser passer. Il pense que les 5 grandes familles sont les meilleures pour mettre fin à des vies, mais elles ne font pas partie du top 5 quand il s'agit d'un combat direct. Il déclare qu'il ne peut pas laisser passer la chance de changer sa vie d'un seul coup de circuit. Son rêve est d'aller en Amérique, le pays du baseball, et de leur faire adopter le bird ball. Pendant ce temps, un homme nommé Toshiro observe depuis son moniteur d'œufs de poisson. Une fille nommée Byako se demande si le maître du poison succombera vraiment au maître des oiseaux. Elle fait remarquer que c'est un mauvais match-up pour Juro, mais Toshiro n'est pas d'accord. Il dit qu'il est évident que c'est le cerveau d'oiseau qui est dépassé. Toshiro montre son côté fou en disant que le clan du poison a vécu de pièges et de jeux déloyaux tout ce temps. Il est sûr que Juro a plus d'un tour dans son sac. Il dit que les crocs venimeux de Juro vous rongent avant même que vous ne vous en rendiez compte. Toshiro est si excité de voir ce que Juro va faire qu'il peut à peine se contenir. Il dit au maître du poison de lui montrer ce qu'est vraiment un jeu déloyal. De retour au combat, Kota active son incrément de lignée sanguine modifié final appelé Full Stadium Farewell. C'est une attaque massive, et Kota dit que Juro ne pourra pas s'échapper. Juro répond en déployant une fumée parfumée, que Kota suppose être du gaz poison. Il pense que Juro gagne du temps pour pouvoir tendre un piège. Il est confiant que le vent marin dispersera toute la fumée, alors il prépare une autre attaque. Cependant, Juro lui donne simplement un coup de poing au visage, et Kota se demande ce qui s'est passé. Il s'attendait à un piège, mais il n'est jamais venu. Toshiro regarde cela et traite Kota d'idiot. Il sait que Kota est extrêmement rapide, mais il dit que cela ne le mènera pas loin contre des gars qui ne se battent pas loyalement. Il souligne que les pièges sont vraiment dangereux car ils vous prennent au dépourvu. Il s'avère que rendre Kota craintif d'un piège était le vrai piège depuis le début. Juro a utilisé un bref moment où Kota était distrait pour s'accélérer avec 2 toxines. Juro essaie d'interroger Kota, mais Kota commence à révéler des informations par désespoir. Il révèle que le clan principal de la bête se trouve sur un pic montagneux derrière lui. Il fait remarquer que, malheureusement, savoir cela ne rendra pas l'accès moins impossible. Juro essaie de demander combien d'ennemis il y a, mais Kota dit qu'il ne le dira jamais. Il dit cependant que le clan principal a mobilisé toutes les branches majeures et mineures pour traquer Juro. Juro est stupéfait de voir que Kota est si désespéré qu'il révèle tous ses secrets. Kota est même sur le point de révéler une rumeur qu'il a entendue à propos du constricteur de lien. Malheureusement, avant qu'il ne le puisse, celui autour de son cou commence à l'étrangler. Toshiro se présente comme le roi maître des bêtes, et il souhaite la bienvenue à Juro au royaume animal de Dogo. Toshiro est curieux de savoir pourquoi le futur chef de la famille Juro a accepté des missions qui ne paient presque rien. Juro lui dit simplement qu'il essaie de se marier et qu'il utilise le travail de garde du corps pour rencontrer des femmes. Toshiro est stupéfait, et il admet qu'il était l'appât de Kimi, mais il n'a pas pu comprendre pourquoi Juro s'intéresserait à quelqu'un d'aussi inutile. Il donne ensuite un conseil à Juro et lui dit d'oublier complètement le mariage. Le clan du poison a passé des siècles à raffiner son sang, et maintenant il appelle cela une œuvre d'art. Il fait remarquer que Juro le gâcherait avec la mauvaise personne. Il rappelle à Juro qu'il a de l'argent et du pouvoir, donc cela ne devrait pas être difficile pour lui de trouver une fille avec une bonne lignée. Juro dit que c'est une bonne chose que Kimi dorme, car écouter cela rendrait n'importe qui malade. Pendant ce temps, mais remarque quelque chose dans l'eau et se demande ce que c'est. Pichi réalise que c'est dangereux, mais il est trop tard car la chose explose. Au même moment, Juro est à nouveau attaqué par Kota. Pour une raison quelconque,
Toshiro déclare que le maître des oiseaux et le maître de la lance sont la combinaison parfaite. Il annonce que celui qui recueille le sang sera celui qui gagnera en pouvoir. Nous apprenons ensuite l'histoire du maître de la lance nommé Kushima, décédé à l'âge de 72 ans. Il a éliminé près de 900 personnes, et le secret de César réside dans le sang de son clan, qui a consacré tout ce qu'il avait à cette lance. En une seule seconde, il pouvait déchaîner 88 poussées silencieuses. Pour une raison quelconque, Kota possède désormais cette capacité, et il l'utilise contre Juro. Kota dit qu'il se sent bien, et il est content d'avoir prêté allégeance au clan de la bête. Juro réalise immédiatement qu'il s'agit des mouvements d'un maître de la lance, alors il se demande comment le maître des oiseaux fait cela. Kota continue sa rafale d'attaque oiseau-lance, et il prévoit de terminer le combat avec sa batte en alliage avien. Toshiro révèle qu'un processus appelé crosanguination combine les lignées de sang des maîtres pour créer des maîtres entièrement nouveaux. Il dit que maîtriser une seule lignée est ennuyeux, et il prévoit d'y mettre fin. Juro est submergé, alors il se demande ce qu'il va faire. Il veut que Bayako regarde le combat avec lui, mais il réalise qu'elle est déjà partie pour aller chercher l'autre personne. Pendant ce temps, nous voyons que Pichi a pris une raclée en protégeant Mai. D'une manière ou d'une autre, ils ont survécu à un tas de bombes poulpes, mais les courants les ont jetés du côté opposé de l'île. Juste alors, un ours blanc apparaît, et Mai est terrifié par son attaque. Étonnamment, il ne les attaque pas, et il se met simplement à faire des arts martiaux. Mai est émerveillé par la forme de l'ours, et il continue. Cet ours a même une ceinture noire, et Mai le remercie pour sa performance. Malheureusement, l'ours ne les laisse pas partir et exige leur sang. Retour avec Juro, Kota déclare que ce combat se terminera par sa prochaine attaque. Il dit qu'il va envoyer Juro hors du stade avec un grand chelem de walk-off. Malheureusement pour lui, sa batte d'oiseau est pulvérisée dès qu'elle s'approche de Juro. Il se demande comment c'est arrivé, et Juro lui dit de ne pas sous-estimer un maître du poison. Il explique que faire des tours sans que personne ne le remarque est un jeu d'enfant pour lui. Kota est horrifié en réalisant que Juro a laissé les oiseaux le picorer exprès pendant tout ce temps. Juro révèle qu'il a fait cela pour pouvoir empoisonner les oiseaux par son propre sang. Il s'est injecté un relaxant musculaire empoisonné, auquel il est résistant. Aucun d'eux n'est résistant, alors il commence à tomber au sol. Kota fait un dernier effort pour battre Juro par le nombre, mais cela ne sert à rien. Juro l'attrape et lui écrase le visage contre le sol. Toshiro est en fait heureux de voir cela, et il dit qu'il veut les pouvoirs de Juro. Pendant ce temps, Juro est soulagé de voir que Kimi va bien, et Kota se demande pourquoi Juro l'aide. Juro dit que Kota n'est qu'un fou de baseball qui a perdu sa liberté à cause du clan de la bête. Kota le corrige car cela s'appelle le burzball, et c'est le sport avien qui transcende le baseball. Il dit à tous ses coéquipiers oiseaux qu'il a perdu loyalement, mais que la prochaine fois, il vaincra Juro. Malheureusement, Toshiro dit qu'il n'y aura pas de prochaine fois, et il met fin à la vie de Kota. Il explique une fois de plus que la crosanguination écrase différentes lignées sanguines. Une fois qu'il les lance, elles se rejettent mutuellement à l'intérieur du corps. Le résultat final de tout cela est la perte de la vie de l'hôte. Juro le traite de salaud, mais Toshiro n'en a rien à faire. Il fait remarquer que les familles secondaires ne sont que des jouets pour le clan principal. Il dit que Kota n'était qu'un cobaye, et que Kimi n'est qu'un carcan pour entraver Juro. Toshiro révèle alors l'information clé dont Juro avait besoin, la seule façon d'enlever le constricteur de lien est avec son sang, qui est le passe-partout. Il dit à Juro de venir chez lui, où tout le clan l'attendra. Toshiro prend tous les oiseaux de Kota et dit que le sang qu'ils ont recueilli de Juro devrait suffire pour l'instant. Cependant, il promet qu'il finira par lui soutirer chaque dernière goutte. Pendant ce temps, Kota souhaite avoir fait du burzball la prochaine grande chose, et sa vie prend fin. De l'autre côté de l'île, Mai est toujours chassé par l'ours. Heureusement, Pichi a récupéré, alors il en fait rapidement son affaire. Juste à ce moment, il remarque que quelque chose se nourrit de son cou, et l'ours saute pour l'enlever. Il s'avère que l'ours n'était que Bayako déguisé. Elle rapporte à Toshiro qu'elle a réussi à prélever un échantillon du sang de Pichi sans difficulté. Toshiro rit comme un fou car il n'arrive pas à croire que son plan se déroule si parfaitement. Il a maintenant le sang de Juro et de Pichi, et il explique son plan. Il dit que le problème de la crosanguination est que le corps rejette la transplantation si fort que cela détruit la personne. Cependant, le sang de la famille Juro s'est adapté à tant de toxines qu'il arrête tout type de réaction de rejet. Cela signifie qu'il peut activer la crosanguination sans que la vie de la personne ne se termine comme pour Kota. Quant au sang de Pichi, il augmente considérablement la vitesse de réflexion et la force physique. Ce sont exactement les deux lignées sanguines que Toshiro voulait, et elles lui sont tombées toutes cuites dans le bec. Il a enfin ce dont il a besoin, alors il dit qu'il est temps de l'utiliser. Il ordonne à Bayako de les achever afin qu'ils puissent atteindre leur objectif. Pendant ce temps, Juro reconnaît que leur situation ne cesse d'empirer. On ne sait pas quand Toshiro pourrait changer d'avis et se débarrasser de Kimi. Il essaie de se mettre en route immédiatement, mais Kimi l'arrête. Elle voit bien qu'il n'a pas encore complètement récupéré, alors elle utilise ses hamsters pour s'empiler sur lui et le maintenir au sol.
Elle lui dit joyeusement de se reposer sur ses genoux, mais ensuite elle devient très sérieuse. Elle se confie sur le fait qu'elle est une maître qui n'a jamais été engagée pour éliminer quiconque, et qu'on s'est moqué d'elle à cause de cela toute sa vie. Depuis lors, elle n'a jamais voulu plus de pouvoir. Cependant, voir d'autres personnes souffrir alors qu'elle ne peut que se cacher a brisé quelque chose en elle. Elle se demande si les choses se seraient passées différemment si elle avait été beaucoup plus forte, et elle demande pourquoi elle devait être si inutile. Juro lui dit qu'en tant que son client, il voulait la sauver simplement parce qu'il le voulait. Il se fichait de ce qu'elle pouvait faire ou ne pas faire. Il l'appelle la maître des hamsters et lui dit qu'ils vont battre le clan de la bête ensemble. Kimi est inspirée par la demande d'aide de Juro, alors elle décide de lui montrer de quoi elle est faite. Elle invoque le pouvoir de ses hamsters et utilise sa lignée sanguine modifiée appelée la carte stellaire. Cela révèle une carte de l'île entière qu'elle a créée en faisant séparer ses hamsters pour qu'ils explorent la zone. Juro, impressionnée, et Kimi dit que c'est du gâteau pour elle quand elle se montre sérieuse. Elle dit à Juro de remercier sa bonne étoile car elle va même lui offrir ses talents culinaires maison. Juro essaie d'expliquer qu'il ne mange rien qu'il ne cuisine pas lui-même, mais Kimi ne l'écoute plus. Elle explique que ses hamsters lui offrent des noix et des bailles qui semblent comestibles. Elle utilise une autre lignée sanguine modifiée appelée le trou noir, et elle commence à cuisiner. Ses hamsters l'aident, et elle sert son plat familial secret appelé GR à n'importe quoi. Juro ne veut pas enfreindre sa règle, mais Kimi dit qu'il mourra s'il ne mange pas. C'est une véritable lutte pour Juro car il a un souvenir de ce qu'on lui a dit. Son professeur a martelé dans son esprit que tout ce qu'une autre personne sert est du poison, et qu'il ne peut jamais baisser sa garde. Juro a un réflexe profondément ancré par son entraînement qui lui donne l'impression que manger quelque chose préparé par quelqu'un d'autre est une condamnation à mort. Juro se force à prendre une bouchée, et il est surpris de constater que c'est vraiment très bon. Kimi est ravie de l'entendre, et elle lui assure que la nourriture est saine et qu'elle ne lui a jamais dérangé l'estomac. Elle pense à comment, avant que son frère ne disparaisse, il lui préparait cela tout le temps quand il n'avait plus d'argent. Juro se demande s'il y a une sorte d'astuce pour le préparer, mais Kimi dit qu'il n'y en a pas. La seule chose qui pourrait le rendre spécial, c'est à quel point elle pensait à Juro en le préparant. Elle a soigneusement choisi des ingrédients riches en nutriments, un assaisonnement doux pour une personne blessée, et l'a mijoté jusqu'à ce qu'il soit tendre. Juro la remercie et lui dit que c'est la meilleure nourriture qu'il ait jamais goûtée. Cette nuit-là, Juro sent quelque chose, alors il se réveille et trouve un groupe dehors. Les gars n'arrivent pas à croire que Juro soit venu les affronter seul, et ils se présentent comme une ligue des maîtres koalas. Ils se comportent comme des durs, mais Juro leur dit simplement de faire silence. Il explique que Kimi est épuisée d'avoir fait des choses auxquelles elle n'est pas habituée, et il veut la laisser se reposer. Les gars sont stupéfaits de voir à quel point Juro est confiant, et ils révèlent qu'ils ont obtenu leur pouvoir du maître des bêtes lui-même. Ils lui disent de s'agenouiller, mais seulement quelques secondes plus tard, nous voyons que Juro les a éliminés. Juro dit qu'ils sont plus en sécurité maintenant, mais il sent quelque chose de dangereux. Il se précipite à l'intérieur de la grotte pour découvrir que Toshiro est arrivé. Toshiro goûte la nourriture préparée par Kimi, et il est dégoûté. Il dit qu'il avait eu de l'espoir parce que Juro la faisait paraître si bonne, mais que c'est en réalité de la camelote. Juro exige de savoir où est Kimi, mais Toshiro dit qu'il les regardait et qu'il s'est ennuyé de l'émission de télé-réalité romantique. Il révèle qu'il a mis fin au jour de Kimi, et il s'excuse. Les lunettes de Kimi le dégoûtent parce qu'elles ressemblent exactement à celles de Juro, et il dit que leurs animaux de compagnie familiaux ont vraiment déchu. Juste à ce moment-là, il dit que c'était une blague et qu'il n'a pas encore éliminé Kimi. Il explique qu'il veut davantage du sang époustouflant de Juro. C'est la dernière pièce dont il a besoin pour perfectionner sa cross-sanguination. Il révèle que plus Juro s'approche de la mort, plus sa lignée sanguine modifiée désactive les réponses de rejet. Cette découverte lui permet de combiner des lignées sanguines qui ne se mélangeraient jamais autrement, et c'est complètement sans risque. Il a besoin que Juro s'approche de la mort, alors il lui dit d'aller risquer le tout pour le tout. Il dit que Juro doit se ressaisir, et il lui rappelle que sa fiancée potentielle vient d'être enlevée. Après son discours, il se demande si Juro est motivé, mais Juro n'a pas dit un mot. Au lieu de cela, Juro bouge pour mettre fin à ses jours, mais Toshiro esquive. Il est tout de même content de cela, parce que c'est la soif de sang qu'il recherchait. Les gars de l'extérieur encerclent Juro, et Toshiro part avec ce message final. Il dit à Juro de se dépêcher parce que la vie de Kimi est en danger, et cette fois-ci, il ne plaisante pas. Ailleurs, nous voyons que Kimi est dans une cellule dans une sorte de prison. Elle regarde autour d'elle et dit que les autres prisonniers sont des branches mineures du clan des bêtes comme elle. Elle se souvient avoir entendu des rumeurs sur d'étranges disparitions lors des réunions de l'association. Juste à ce moment-là, elle crache Sirius et l'envoie à travers un événement. Sirius s'éloigne rapidement, et Kimi dit qu'elle compte sur lui. De retour dans la grotte, Juro utilise sa double dose de toxine et se met au travail. Toshiro le regarde combattre les gars, et c'est exactement ce qu'il espérait. Il dit que Juro est un prodige et l'un des meilleurs maîtres de leur génération. Même la cross-sanguination dans laquelle il a mis tout son cœur devient de la camelote face à Juro.
Juro détruit tous les gars, et il se précipite dehors, mais Toshiro n'a pas fini. Il a envoyé 100 ennemis avec une crosse sanguination pratique, et il déclare qu'il ne s'agit plus de compétences. C'est un prodige contre Santa de Camelot, et Toshiro ne sait pas qui gagnera. Juro part au combat, mais il y a beaucoup trop d'ennemis. Il refuse que son voyage se termine ici parce qu'il est si proche de son objectif. Finalement, Juro est poussé à sa limite absolue et il est cloué au sol. Il envisage de prendre une triple dose, mais il sait que cela le tuera probablement sur le coup. Un autre flashback montre son professeur lui disant qu'il ne doit jamais prendre de risques au-delà de ses capacités. Il a dit que Juro était peut-être apte à hériter du clan du poison, mais qu'une surdose le tuerait quand même. On lui a dit de s'habituer progressivement aux toxines. Le professeur a dit que son objectif était d'atteindre le summum de l'art du maître du poison. C'est un poison totalement mortel et curable, et il ne peut pas mourir avant d'y parvenir. De retour au présent, Toshiro est surpris de voir à quel point Juro se laisse faire. Toshiro a renforcé ses gars avec la crosse sanguination, mais ce ne sont toujours que des menus fretins qui devraient avoir honte de s'appeler maître. Il n'arrive pas à croire que ces tas de Camelot soient vraiment en train de gagner le combat. Juste à ce moment-là, tout le monde est pris au dépourvu lorsque l'eau commence à émerger du sol. L'eau projette tout le monde en l'air, et nous voyons que le maître de l'eau est arrivé. Elle dit au maître des bêtes qu'il aurait été plus rentable de la contacter plutôt que d'embaucher 100 hommes. Juro est surpris de la voir, et elle fait remarquer qu'elle n'a aucune intention de se lier d'amitié avec Juro. Elle n'est venue que parce qu'elle a reçu une offre d'emploi de mai. Ushio est professionnel comme toujours, et elle suppose que Juro a accepté un autre travail mal payé. Juro explique qu'il est payé 10 000 yens par jour, et cela la rend furieuse. Elle gronde Juro d'accepter si peu, et elle lui rappelle qu'il est un leader de l'industrie. S'il continue à accepter des salaires aussi bas, cela fera chuter les prix dans tout le secteur. Elle regarde toutes les personnes qu'ils doivent combattre et dit que cela ne pourrait pas être moins rentable. Ailleurs, nous voyons que Mei et Pichi sont également poursuivis. Pichi dit qu'il prévoit d'écraser le clan des bêtes pour le bien des futurs clients de son café. Cependant, il ne comprend pas pourquoi Mei et Juro essaient si fort d'aider Kimi. Mei explique qu'il s'agit plutôt d'aider Juro à trouver une femme. S'il continue à aider les gens par le biais de missions, il finira par rencontrer la bonne personne. Pichi fait remarquer que les soirées de rencontres et les applications seraient bien plus efficaces, et il se demande si cela doit vraiment être si dramatique. Mei est d'accord avec lui mais dit que cette approche est la mieux adaptée à Juro. Mei se souvient de leur première rencontre, et de comment tout a commencé avec l'opération Chevalier Blanc. Juro ne pensait pas être fait pour aider les gens, mais il a dépassé les attentes dès qu'il a commencé. Mais croit qu'une partie de Juro a toujours voulu utiliser sa force pour créer des moments comme ceux-ci. Trouver le mariage parfait pour lui signifie choisir la meilleure façon pour lui de briller. Juste à ce moment-là, un groupe de maîtres paresseux apparaît, et ils préviennent nos héros que leurs vies vont se terminer. Pichi ignore leurs paroles et les écrase simplement. Il se demande si Juro va bien parce qu'il est probablement attaqué en ce moment même, et le combat rapproché n'est pas vraiment son point fort. Il dit que tout cela serait inutile si Juro mourait avant de trouver quelqu'un à épouser. Mais lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'elle lui a appelé des renforts au cas où. De retour au combat, nous voyons qu'Ishu et Juro éliminent plusieurs méchants. Ushio commence à penser qu'il pourrait avoir des ennuis parce qu'elle a sous-estimé l'ennemi. Il y en a beaucoup trop, et l'eau souterraine qu'elle utilise pour attaquer va bientôt s'épuiser. Elle ne peut combattre qu'en conservant l'eau pendant un certain temps. Juste à ce moment-là, Juro dit qu'ils devraient travailler ensemble. Ushio refuse de recevoir des ordres, mais Juro dit qu'il a besoin de son aide. Juro libère son gaz poison, et les attaquants se dispersent. Le chef lui dit que ce n'est pas grave car cela se dissipera bientôt. Il leur rappelle qu'ils ont déjà prévu que le maître du poison contre-attaquerait de cette façon. Malheureusement pour eux, quelque chose est différent, et ils commencent à tomber un par un. Le chef ne comprend pas ce qui se passe parce que le gaz poison cible leur nez et leur bouche. Il s'avère que Juro et Ushio combinent leurs pouvoirs. Juro utilise du gaz poison pendant qu'Ushio le mélange avec de la brume d'eau et le contrôle avec précision. L'ennemi n'a aucune chance, et finalement ils sont tous vaincus. Ensuite, Ushio est agacé que Juro ait fait des demandes déraisonnables sans discuter du plan à l'avance. Elle dit alors que le temps, c'est de l'argent et qu'ils doivent accélérer le rythme. Elle est surprise quand Juro l'appelle une sauveuse et la remercie. Pendant ce temps, à la prison, nous entendons les pensées d'un des prisonniers. Il a déjà abandonné tout espoir de sortir un jour vivant d'ici. Il a déjà vidé son esprit car c'est la seule façon de mourir paisiblement. Malheureusement, le sujet d'essai qu'ils viennent d'enfermer dans la cage devant lui est déjà à la porte de la mort. S'il reste silencieux et obéit, il peut éviter toute souffrance supplémentaire. Il pense à comment il peut soit garder sa santé mentale et mourir en homme, soit perdre la raison et mourir en animal. Dans cet endroit, vider son esprit est la seule liberté qui lui reste. Alors que Kimi lutte pour survivre, elle réalise qu'il ne lui reste que quelques heures. Elle a un souvenir de son passé où elle avait été envoyée espionner quelqu'un. Elle a été envoyée à cette mission par son association, et elle s'est retrouvée face à face avec un criminel puissant nommé Ryoma. Ryoma a découvert qu'elle était là pour l'espionner, et il s'est retourné contre elle.
Comme punition, il a dit qu'il allait lui donner une drogue appelée Sanzo. Elle crée une forte dépendance et nettoie les organes. Elle est conçue pour récolter des organes, alors il a dit à Kimi que ses organes seraient à eux. Kimi n'a pas pu refuser cette mission après la disparition de son frère, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas la gérer. Alors qu'elle était sur le point d'être droguée et récoltée, elle a pensé à comment elle ne voulait pas mourir ainsi. Elle a regretté d'avoir accepté la mission, et elle a souhaité ne jamais être née dans un clan de maîtres. Alors que sa vie était sur le point de se terminer, une force mystérieuse a commencé à éliminer les voyous. C'était Juro, et le patron a dit qu'il n'avait pas d'autre choix que de l'éliminer. Ils ont fait de leur mieux, mais Juro était beaucoup trop compétent. Il a éliminé chacun d'entre eux, et Kimi a essayé de le remercier. Juro l'a interrompu, cependant, et a dit qu'il n'avait fait qu'exécuter la mission qu'on lui avait confiée. Kimi a pensé qu'il était vraiment génial d'avoir sauvé sa vie, et à partir de ce moment, elle a juré d'être sa plus grande fan. Cependant, au fond d'elle, elle savait que Juro était perturbé à l'intérieur. Elle se traite d'idiote qui a simplement projeté ses fantasmes sur lui. Ce qui a tout changé, c'est qu'il a choisi de tendre la main et de l'aider à nouveau. Non pas parce que quelqu'un le lui avait ordonné, mais entièrement de son propre gré. Il est devenu quelque chose d'encore plus merveilleux que sa version fantasmée de lui. Cependant, elle ne peut s'empêcher de penser qu'elle est complètement inutile. Elle veut rendre quelque chose à Juro, et elle jure de mettre tout ce qu'elle a en jeu. Juste à ce moment-là, Sirieux revient avec le groupe de rats. Kimi les fait se positionner autour de la prison et leur dit d'attendre son signal. Une fois qu'ils sont en place, elle active sa lignée sanguine modifiée appelée réseau de Raimi. Cela lui permet de parler aux autres prisonniers par l'intermédiaire des rats. Elle se présente comme la maîtresse des hamsters, et elle demande ce que tout le monde penserait de détruire complètement cet endroit. Pendant ce temps, Toshiro mélange du sang, et il dit qu'il est temps de faire démarrer la fête. Il se demande si quelqu'un nommé Yako est prêt, et nous voyons qu'il parle à une sorte de bête. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Assurez-vous d'aimer la vidéo.